Des objets étranges et incroyables sont parfois découverts, mais comprendre tout ce que manigançaient nos ancêtres peut s'avérer assez difficile. Surtout quand tout ce que vous avez, ce sont quelques tessons de poterie et des peintures rupestres. Il n'est donc pas si surprenant que même les experts en blouse blanche commettent parfois quelques erreurs. Mais ce n'est pas qu'une question de vaisselle poussiéreuse et de gros cailloux. Parfois, on trouve carrément des restes humains à la tête énorme. Alors, attrapez votre matériel de fouille et retournons dans les temps anciens pour découvrir des sociétés incroyables que les chercheurs ne parviennent toujours pas à expliquer. La Sardaigne peut sembler idyllique aujourd'hui, mais pour être honnête, je n'aurais vraiment pas voulu la visiter il y a 3000 ans. Certaines rumeurs prétendent que d'horribles géants erraient sur cette île à l'époque. On évoque même la découverte de squelettes humains de plus de 4 mètres de haut, bien que personne n'ait jamais apporté de preuves concrètes. Mais ces histoires soulèvent quand même quelques questions, car des choses étranges se sont certainement produites là-bas. En 1974, plus de 5000 fragments d'artefacts en pierre ont été retrouvés dans une partie de l'île, appelée Mont Prama. Mais au lieu d'être exposés dans un musée, on les a enfermés dans un coffre-fort souterrain pendant près de 30 ans. Cela semble un peu suspect, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont finalement été déplacés en 2005, les scientifiques ont rassemblé les pièces du puzzle pour révéler les statues de 38 géants, chacun mesurant 2,40 mètres de haut. Pas aussi grands que nos squelettes légendaires, mais tout de même assez massifs. On pense que ces statues ont été façonnées par la culture nuragique, qui peuplait cette île il y a bien longtemps. En plus de ces statues, ils ont également érigé plus de 8000 structures de pierre. Peut-être que le peuple des Nurags n'était pas eux-mêmes des géants, mais ils aimaient clairement voir les choses en grand. Nous aussi, d'ailleurs, comme un grand nombre de j'aime sous nos vidéos, ce serait vraiment sympa. Merci d'apprécier notre contenu. Et maintenant, revenons à la vidéo. Vous et moi sommes assez intelligents, mais nous ne sommes peut-être pas les humains les plus futés à avoir jamais vécu. En fait, nous ne sommes peut-être même pas l'espèce la plus intelligente. Depuis 1913, des restes de crânes retrouvés en Afrique du Sud ont suggéré l'existence d'un concurrent potentiellement plus intelligent que nous, baptisé l'homme de Boskop. Cette espèce semblable à l'homme pourrait avoir existé aussi récemment qu'il y a près de 10 000 ans. Leurs crânes suggèrent qu'ils avaient de très grosses têtes, ce qui signifie que leur cerveau aurait pu être jusqu'à 30% plus gros que les nôtres. Waouh! Leur QI moyen aurait ainsi pu atteindre les 149 points, ce qui les placerait parmi les 0,5% des gens les plus intelligents aujourd'hui. Mais si le cerveau des hommes de Boskop était tellement plus développé, pourquoi ne sont-ils plus parmi nous? Eh bien, plus grand ne signifie pas toujours meilleur, vous savez. Nos cerveaux sont beaucoup plus conséquents que ceux de nos cousins primates, principalement dans le cortex préfrontal. Cette partie participe à des tâches complexes comme prendre des décisions, se souvenir des choses à court terme et être conscient de nous-mêmes. Les parties du cerveau qui régissent nos sens et nos mouvements, elles, n'ont pas vraiment beaucoup grandi. Peut-être les Boskops passaient-ils trop de temps à méditer sur le passé plutôt qu'à accomplir des choses pratiques comme la chasse. Mais tout cela n'est que supposition. Nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à nos cousins à grosse tête. Certains soutiennent même que les Boskops n'étaient guère différents de nous, les seules preuves étant ces fameux morceaux de crâne. La jungle est immense. Saviez-vous que la forêt amazonienne abritait environ 30% de toutes les espèces de plantes et d'animaux du monde? C'est impressionnant. Cependant, l'histoire d'une espèce humaine locale a longtemps intrigué les scientifiques. La mystérieuse civilisation Khazarabe a vécu ici pendant des centaines d'années, avant de disparaître aux alentours de 1400 après Jésus-Christ. On pensait que l'Amazonie ne comptait que quelques tribus disparates. Mais récemment, nous avons découvert de grandes formes inhabituelles gravées dans le sol et appelées géoglyphes. Ces derniers peuvent s'apparenter à de simples fossés peu profonds. Mais ce sont en réalité les vestiges d'une vaste civilisation qui s'étendent sur 1000-3000 km² et comprennent environ 450 symboles, certains larges de 400 mètres. C'est époustouflant. Ils étaient probablement flanqués de lieux cérémoniels et auraient pu accueillir jusqu'à 1 million d'individus il y a à peine 600 ans. Grâce à de nouvelles technologies,
Comme le lidar, qui utilise un laser inoffensif pour cartographier la forêt sans lui nuire, nous pouvons explorer plus en profondeur. En 2019, le scanner a montré des kilomètres de routes et de sentiers surélevés, et même des pyramides de plus de 20 mètres de hauteur. On a découvert 26 zones de peuplement distinctes, dont 2 mesuraient au moins 100 hectares chacune. Ça représente la superficie de 330 terrains de football. On ignore ce qui est arrivé à la civilisation Khazarabé, mais il n'est pas à exclure que les conquistadors en soient responsables. Peut-être que l'ancienne civilisation la plus déroutante est celle dont nous n'avons jamais réellement trouvé de traces. Oui, je parle bien de l'Atlantide, cette grande cité qui a supposément sombré dans l'océan. Les premières mentions de l'Atlantide nous viennent du philosophe grec Platon, qui évoquait une grande cité proche du détroit de Gibraltar. Mais pendant des siècles, tout le monde a simplement pensé que Platon l'avait imaginé de toutes pièces, comme une version idéalisée de son Athènes natale. Alors pourquoi, environ 12 000 ans après sa disparition présumée, nous demandons-nous encore si elle pourrait avoir existé? Eh bien, au XIXe siècle, Ignatius Donnelly, un membre du Congrès américain, a écrit un livre donnant 13 raisons pour lesquelles il pensait que l'Atlantide était plus qu'un simple mythe. Puis, en 1965, certaines personnes ont cru avoir réellement retrouvé l'Atlantide en découvrant la structure de Richa, un dôme géologique massif de 40 km de diamètre en Mauritanie. Il est si grand que l'on ne peut en observer l'ensemble que depuis l'espace. 2 astronautes survolant le désert du Sahara ont repéré cet œil gigantesque qui les regardait en retour et ont pensé qu'il s'agissait là d'une découverte majeure. Hélas, il n'y a aucune preuve tangible qui connecte cette structure à l'Atlantide. On pense qu'elle se serait formée à partir d'une activité volcanique il y a environ 100 millions d'années. Mais cela semble un peu trop pratique, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne sommes pas plus proches de connaître la vérité. Imaginez-vous retourner à environ 3300 avant Jésus-Christ et vous retrouver en Asie du Sud. Laissez-moi vous présenter la civilisation harapéenne. Ces gens étaient très en avance sur leur temps. Ils occupèrent des cités comme Harappa et Mohenjo-Daro, dotées de maisons en briques, de systèmes d'égouts sophistiqués et même de bains publics. Cet endroit aurait pu abriter plus de 5 millions d'individus, ce qui en ferait l'une des régions les plus densément peuplées de son temps. Ils avaient également inventé un système de poids standardisé qui était incroyablement utile aux négociants. Et ils pratiquaient le commerce. Leurs contacts s'étendaient jusqu'au Moyen-Orient grâce à leur maîtrise de la métallurgie. Ils avaient même développé le pendant antique des grandes marques. Des sceaux étaient utilisés pour marquer l'argile de leurs marchandises. En dépit de leurs avancées et de leur prospérité, leur langue et leur alphabet restent entourés de mystères. Nous avons des fragments de leur écriture, mais personne n'est encore parvenu à les déchiffrer, même avec toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Nous ne savons toujours pas exactement comment fonctionnait leur société. Il semble qu'ils n'étaient pas aussi préoccupés par leur statut social que d'autres civilisations. Pas de grands palais ou de monuments grandioses. Au lieu de cela, leur plus grande structure aurait été des greniers, ce qui était sûrement plus pratique. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Autour de 1800 avant Jésus-Christ, cette civilisation florissante a commencé à décliner, peut-être en raison de changements dans les cours d'eau. Alors que leur environnement changeait de face, les Harapéens ont fait leurs valises et se sont dirigés vers des terres plus hospitalières. Avez-vous déjà entendu parler du Minotaure? La bête à tête de taureau et au corps d'homme, pourchassant les valeureux aventuriers dans un dédale sans fin. Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle vieille histoire. C'était l'un des drames les plus populaires du monde antique, et il s'inspirait de cet endroit, l'île de Crète. Les Minoens vivaient là pendant l'âge du bronze. Ils avaient de magnifiques palais, d'incroyables fresques et une culture si riche qu'elle fascine encore les historiens à ce jour. Ils ont érigé des lieux comme le palais de Knossos, qui était si complexe, avec ses bâtiments à plusieurs étages et ses couloirs élaborés, qu'il aurait pu inspirer tout le mythe du labyrinthe. Leur ingénierie était tellement en avance sur son temps que même leur système d'évacuation était plus avancé que ce dont beaucoup d'entre nous disposent aujourd'hui. L'histoire du Minotaure a également inspiré la trilogie Hunger Games.
L'idée d'envoyer des héros pour combattre découle directement des prisonniers envoyés en tribu pour affronter le Minotaure. Faites-nous savoir dans les commentaires quelle est l'histoire qui vous fascine le plus, et merci d'avoir regardé. Des tunnels, des métros, des réseaux souterrains, et même des passages secrets permettant d'accéder aux maisons des personnes riches et célèbres. Pourquoi avons-nous besoin de tunnels, vous demandez-vous peut-être? Pour se cacher. De nombreuses villes ont des tunnels souterrains et même des doubles souterrains. Maintenant, soyons clairs, ces passages ne sont normalement pas reliés entre eux, contrairement à la rumeur populaire selon laquelle il serait possible de se rendre d'Écosse en Turquie en empruntant des passages secrets, construits il y a environ 5000 ans. Oui, si construire cela semblerait fou même aujourd'hui, imaginez à l'époque. Ces tunnels s'appellent officiellement des souterrains refuges. Et ils ont probablement été construits au Moyen Âge. Mais nous ne connaissons pas la date exacte de leur création. C'est en Bavière qu'ils sont le plus nombreux. Mais on en trouve aussi beaucoup en Grande-Bretagne et en France. Les souterrains refuges, qui sont absolument uniques dans le monde entier, se caractérisent par des couloirs étroits de forme ovale et des goulets d'étranglement appelés, en allemand, Schlupf ou Sleep-Outs en anglais. Malgré les spéculations, leur fonction reste un mystère. Cependant, certains de ces tunnels sont équipés de cheminées et même d'évents, ce qui pourrait signifier qu'ils servaient principalement d'abri. Datant du Moyen Âge, peut-être même du XIIe siècle, les souterrains refuges manquent de marqueurs archéologiques et nous n'avons aucun document historique à leur sujet. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses rumeurs circulent sur leur fonction. Certains scientifiques sont convaincus qu'il s'agissait d'espaces de stockage, bien que leur étroitesse rende cette hypothèse peu plausible. D'autres pensent qu'ils servaient de cachette aux agriculteurs lors des invasions tribales. Cependant, le fait qu'ils ne disposent que d'une seule entrée remet en question leur efficacité pour échapper aux menaces. Si vous vous sentez l'âme d'Indiana Jones et que vous souhaitez vous aventurer dans ces tunnels, vous avez de la chance. Quelques structures, comme l'Erdstahlratgeblücken en Autriche, accueillent les visiteurs désireux d'en savoir plus. Cependant, la plupart des souterrains refuges sont fermés au public. Les origines de ces tunnels souterrains restent largement inconnues, tout comme leur véritable fonction. Et si vous vous dites « nous sommes au XXIe siècle, nous pouvons à peu près tout étudier », eh bien, vous vous trompez. Ce qui rend ces tunnels difficiles à comprendre, ce sont leurs dimensions réduites. Les méthodes d'arpentage traditionnelles s'avèrent souvent inadaptées dans de tels espaces. Pour résoudre ce problème, les scientifiques utilisent un appareil portatif équipé d'une caméra RVB, d'un gyroscope et de capteurs de profondeur haute résolution, ce qui leur permet de relever les moindres détails à l'intérieur des tunnels. Ils ont également recours à des techniques modernes telles que la topographie 3D dans l'espoir de découvrir les véritables origines et fonctions de ces tunnels. Une hypothèse suggère même qu'il s'agissait peut-être de logements mal conçus, abandonnés lorsque leurs insuffisances furent devenues évidentes. Pourtant, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée. D'autres théories suggèrent qu'ils servaient à des fins spirituelles, tandis que selon l'idée la plus farfelue, ces tunnels seraient des vestiges de civilisations extraterrestres. Les experts pensent toutefois qu'ils servaient simplement à des fins pratiques, pour l'entreposage des biens ou comme cachette contre les pillards. Comme nous n'avons pas d'informations précises sur leur origine, il se peut que n'importe qui, même un paresseux, ait pu les construire. Non, je ne suis pas fou, les paresseux peuvent effectivement construire des tunnels géants. Regardez plutôt, en 2009, un agriculteur du sud du Brésil conduisait son tracteur dans un champ de maïs lorsqu'il s'est soudainement enfoncé dans le sol. Il s'est vite rendu compte qu'il avait traversé le sommet d'un tunnel souterrain. Lorsque les chercheurs sont venus enquêter, ils ont trouvé un passage d'environ 2 mètres de haut sur 2 mètres de large, s'étendant sur environ 15 mètres, et ce juste au-dessous de la maison du fermier. En regardant de plus près, ils ont remarqué de profondes marques de griffes sur les murs. C'était la preuve que le tunnel n'avait pas été creusé par des hommes. Ce que ce fermier avait découvert était un paléofossé de mégafaune, un tunnel préhistorique creusé par des créatures anciennes, comme des paresseux ou des tatous géants, il y a plus de 10 000 ans. Je sais qu'il est difficile d'imaginer ces animaux, mais laissez-moi vous aider. Prenez un hamster. Maintenant, imaginez-le aussi gros qu'un éléphant. Et n'oubliez pas, ce hamster de 4 mètres de haut peut aussi marcher sur 2 pattes. À leur époque, il y a environ 15 millions d'années, et jusqu'à il y a 10 000 ans, de nombreuses espèces de paresseux et de tatous géants parcouraient les Amériques. Et certains creusaient bien ce genre de tunnels. Aujourd'hui, beaucoup de ces tunnels sont remplis de sédiments. Même si certains restent dégagés,
comme celui que notre fermier a découvert. Cette découverte de 2009 a suscité un vif intérêt, conduisant à la découverte de plus de 1500 paléofossés dans le sud du Brésil, ce qui en fait la région du monde où la concentration de tels sites est la plus élevée. Mais personne ne sait exactement pourquoi il y en a autant dans le sud du Brésil. Bien que certains paléofossés existent dans toute l'Amérique du Sud, on n'en a trouvé aucun en Amérique du Nord, ce qui est étrange, car ces énormes paresseux parcouraient tout le continent. La fonction exacte de ces grands tunnels reste un mystère, mais les scientifiques pensent qu'ils servaient d'espace post-natal pour la régulation de la température ou pour l'hibernation. Les tunnels se sont probablement développés au fil des siècles, à mesure que les générations successives de paresseux et de tatous les agrandissaient. Maintenant, jetons un coup d'œil au fougou. Non, il ne s'agit pas de ce mets japonais très dangereux, ni d'une ville en Nouvelle-Guinée. Pour les voir, nous devons nous rendre au Royaume-Uni. Les fougous sont également des structures souterraines, mais ils ne ressemblent pas exactement à des tunnels. Ce sont des structures en pierre sèche. Ils ressemblent à des grottes décorées à l'aide de pierres. On n'en a trouvé qu'une quinzaine jusqu'à présent, et la plupart se trouvent en Cornouailles. Selon les estimations, ces tunnels auraient été construits il y a environ 2400 ans, et ils sont encore en parfait état, ce qui est vraiment fascinant. À l'époque, les gens ne disposaient pas de machines modernes, et pourtant ces structures sont toujours là. Vous vous imaginez acheter un appartement aujourd'hui et apprendre qu'il sera toujours là dans 2 millénaires et demi? Pour en revenir à nos fougous, leur fonction supposée n'a rien d'extraordinaire. Ils pouvaient être utilisés à des fins spirituelles, comme cachette ou comme garde-manger. Cette dernière fonction est cependant un peu surprenante. Je suppose que ce n'est un secret pour personne que l'Angleterre est réputée pour son taux d'humidité excessif, et que si vous voulez bien conserver vos aliments, vous devez éviter l'humidité à tout prix. Sinon, vous pouvez dire bonjour à la moisissure et aux champignons. Mais les peuples anciens n'étaient pas bêtes du tout, autrement ils n'auraient pas survécu, et vous et moi ne serions pas là aujourd'hui. Ils utilisèrent donc peut-être ces fougous pour stocker certains produits, des produits présentant une moisissure naturelle, et contribuer ainsi à la conservation des denrées périssables, comme le lait, le beurre et le fromage. Mais bon, ce ne sont là que suppositions. La véritable fonction de ces tunnels reste inconnue. Ce qui rend les fougous uniques, c'est qu'il s'agit de tunnels construits délibérément, et non de mines creusées comme on en trouve au pays de Galles, par exemple. Ils ont été réalisés par l'excavation de tranchées profondes, puis revêtus de dalles de pierre de fête, avant qu'on y déverse du remblai. Tout cela demandait beaucoup de temps et d'efforts. Cependant, quelle que soit la difficulté, les villes du monde entier sont souvent bâties sur des réseaux de tunnels complexes, uniques à chaque endroit. Par exemple, Paris est célèbre pour ses vastes carrières souterraines, qui ont été abandonnées il y a des années, mais qui présentent toujours un risque d'effondrement dans certaines zones. Londres possède l'un des plus grands réseaux de tunnels au monde, dont beaucoup ont été spécialement créés à des fins militaires. À New York, des rumeurs circulent sur l'existence de tunnels secrets, tandis qu'à Los Angeles, on trouve d'anciens tunnels datant de la Prohibition, utilisés par les bars clandestins. De nombreuses autres villes possèdent d'énigmatiques tunnels. Et étonnamment, la Floride ne fait pas exception. Remontons jusqu'en 2011, à Ybor City. Près d'un ancien bureau de poste, une inondation a fait apparaître quelque chose d'étrange. Les vestiges d'une structure inconnue. À l'époque, les gens n'y ont pas vraiment prêté attention. Et ce n'est que 7 ans plus tard que l'on a découvert quelque chose de vraiment fascinant. Ce quartier historique a été fondé dans les années 1880, mais on ignorait jusqu'en 2018 qu'il abritait également un réseau de tunnels cachés. Nous ne l'avons découvert que grâce à des travaux de rénovation. Leur fonction exacte, bien sûr, est inconnue, mais la plupart des scientifiques sont convaincus qu'ils servaient à relier les premières salles de jeu au port de Tampa. Il est difficile de déterminer l'étendue de ce réseau de tunnels. En 2018, on a trouvé dans une maison historique de Seminole Heights des portes verrouillées menant à des tunnels datant des années 1920. Un habitant a même déclaré avoir parcouru un tunnel pendant une vingtaine de minutes. Selon certaines rumeurs, ces tunnels relieraient le fleuve Hillsborough à Ybor City. Les recherches se poursuivent, mais aucune nouvelle information n'a encore été dévoilée. Que fait un bateau au beau milieu du désert? On s'attendrait plutôt à retrouver un navire près des côtes.
Cette question a préoccupé les archéologues pendant des décennies. En 1988, une tempête s'est abattue près de l'un des sites archéologiques majeurs de l'Égypte ancienne. Une structure en bois est alors apparue, dégagée des sables. Elle avait été rongée par les termites, mais les scientifiques étaient résolus à percer son mystère. En l'an 2000, les fouilles ont débuté à proximité d'Abydos, et une équipe d'experts américains a rapidement découvert un bateau de 21 mètres de long. Cependant, cette découverte n'était pas isolée, puisqu'ils ont mis au jour 14 autres embarcations, soigneusement alignées les unes à côté des autres. L'état de ces navires a rendu leur extraction complète impossible, mais, heureusement, le bois était suffisamment bien préservé pour y prélever un échantillon. Les analyses ont révélé que ces bateaux dataient d'environ 5000 ans, faisant ainsi de cette flotte la plus ancienne de l'histoire humaine connue à ce jour. La période de leur construction remonte à 5 siècles, avant l'édification des pyramides de Gizeh. Chaque navire était abrité dans une chambre voûtée, parfaitement adaptée à ses dimensions. Cette pièce mesurait environ un tiers de la taille d'un court de tennis et était entourée de murs en briques de boue, ornés de plus de 120 représentations de bateaux. Ces dessins avaient été incisés sur des murs blanchis à la chaux, remarquablement préservés au fil du temps. Les scientifiques sont au fait de l'existence de ces chambres mystérieuses depuis plus d'un siècle, période durant laquelle un archéologue britannique, Arthur Weigall, a découvert une structure intrigante à l'ouest du Nil. Son équipe a eu un aperçu des murs intérieurs, mais une partie du toit s'est malheureusement effondrée, les contraignant à interrompre leur exploration. Bien que les chercheurs aient abandonné le site, son emplacement a continué d'être inscrit sur les cartes. La position des bateaux a d'abord amené les scientifiques à penser qu'ils se trouvaient sur une rive du Nil. Cependant, cette théorie présentait une faille. Actuellement, le fleuve s'écoule à près de 11 km à l'ouest d'Abydos. Des recherches supplémentaires sur le terrain environnant ont révélé que le Nil n'avait pas changé de cours au fil de l'histoire. De plus, si les bateaux avaient flotté près d'un quai, leur position aurait été instable. Or, les 14 embarcations découvertes à Abydos étaient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. Une seule conclusion pouvait être tirée de cette situation. Quelqu'un les avait délibérément disposées ainsi, ce qui impliquait un effort considérable. Chaque bateau pouvait accueillir jusqu'à 30 rameurs, prouvant ainsi qu'ils étaient adaptés à la navigation. Il ne s'agissait pas de simples maquettes, mais les chercheurs doivent encore déterminer s'ils ont effectivement navigué sur des étendues d'eau de l'Égypte ancienne. Cela n'enlève rien à l'importance de cette découverte. Auparavant, les archéologues n'avaient mis au jour que des modèles réduits. Dans le tombeau de Toutankhamon, par exemple, on dénombre 35 maquettes de bateaux. Et pendant une longue période, ces figurines constituaient les seules indications sur l'apparence des navires de l'Égypte ancienne. La conception de ces bateaux atteste de leur authenticité. Ils constituent les plus anciens exemples connus de ce que l'on appelle des bateaux construits. Dans l'Antiquité, les gens réalisèrent des embarcations primitives, en creusant de grands troncs d'arbres, tandis que l'alternative consistait à assembler des roseaux pour former un radeau. Mais les bateaux découverts à Abydos étaient composés de planches attachées ensemble. Cette découverte a marqué une avancée significative dans le domaine de la construction navale. À leur époque, ces bateaux devaient être impressionnants, car le bois représentait une ressource précieuse. Dans le désert, il n'y avait pas de bois, et le cèdre devait être importé du Liban. Seul le pharaon pouvait se permettre un tel luxe. L'étude de la zone entourant l'ancienne flotte a également apporté des éclaircissements supplémentaires. Les scientifiques ont découvert une structure en briques de boue dédiée au culte du pharaon, et sa date de construction approximative coïncide avec celle des bateaux en bois. Les mêmes briques utilisées pour édifier ce bâtiment ont également servi à enfermer la flotte. Lors de leur construction, les salles qui les abritaient étaient dotées d'un plafond, une section que les archéologues ont mise au jour au début du XXe siècle. Tout comme les momies dans leurs sarcophages, ces magnifiques navires reposaient à l'intérieur de voûtes splendides. L'extérieur de ces salles était tout aussi impressionnant. À l'origine, les murs extérieurs étaient revêtus d'un enduit en calcaire blanc qui avait la capacité de réfléchir la lumière. Sous les rayons du soleil désertique, la structure abritant les bateaux devait resplendir à des kilomètres à la ronde. Les bâtisseurs égyptiens anciens ont employé la même méthode pour recouvrir les pyramides 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, leur surface apparaît en dents de scie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de leur construction, les pyramides présentaient une fine couche supérieure de calcaire blanc, dont la surface lisse scintillait sous la lumière du soleil. Plutôt que d'avoir des marches, la couche extérieure des pyramides se présentait davantage comme une pente élégante. Les archéologues aussi se posaient une ultime question. À quel pharaon appartenait cette flotte? La réponse se trouvait à moins de 2 km du site, à l'emplacement du tombeau d'un pharaon de la 5e dynastie, le roi Sésostris III.
La période et le style de construction de ce dernier coïncidaient avec ceux des chambres contenant les bateaux. La fin de son règne pourrait expliquer comment ces embarcations ont fini en plein désert. Il est probable que le pharaon soit mort dans le nord de l'Égypte, puis que son corps ait été transporté le long du Nil jusqu'à Abydos, dans une majestueuse procession de bateaux décorés. Les vaisseaux furent ensuite descendus dans des chambres situées près du lieu de dernier repos de leurs propriétaires, ce qui revêtait une signification symbolique. Dans la croyance des anciens Égyptiens, les navires occupaient une place centrale. Leur divinité suprême, le dieu Ré, parcourait le ciel durant la journée sous la forme du soleil, tandis que la nuit, il naviguait à travers le monde souterrain dans une barque solaire. Le pharaon s'identifiait à Ré, ce qui expliquait son besoin d'embarcation dans l'au-delà. Elle représentait le seul moyen de se régénérer, tout comme le soleil se lève chaque jour à l'horizon. Cette croyance perdura pendant des millénaires. Un pharaon emblématique, Khéops, possédait également un navire, découvert par des scientifiques en 1954 à proximité de sa pyramide à Gizeh. Ce dernier est environ 4 siècles plus récent que la flotte d'Abydos, mais le bateau de Khéops était presque 2 fois plus long. La grande pyramide de Gizeh et le tombeau de Toutankhamon figurent parmi les découvertes archéologiques les plus célèbres d'Égypte. Pourtant, de nombreux secrets demeurent enfouis sous les sables infinis du Sahara. Récemment, en 2020, des archéologues ont mis au jour une ville perdue, qualifiée de plus importante découverte depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. La ville d'Aton, âgée d'environ 3000 ans, suscite l'espoir des historiens d'obtenir un aperçu de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'archéologue et égyptologue renommé Zahi Hawass a décrit ce site comme une cité d'or oubliée. Aton se situe à environ 500 km au sud du Caire, la capitale égyptienne, et se trouve à proximité de la célèbre vallée des rois. Les archéologues ont d'abord découvert des sections de murs en briques de boue qui s'étendaient dans toutes les directions. Puis, ils ont mis au jour des pièces complètes contenant des outils du quotidien. L'équipe de fouilles a également révélé une boulangerie, un quartier résidentiel et un district administratif, tous datant de l'époque où la civilisation égyptienne était à son apogée. Ils ont également été les pionniers dans la fabrication d'objets en fer. En 1911, des scientifiques ont découvert un ensemble de perles en fer près du village d'El Gerzeh en Basse-Égypte. Ces perles représentent les plus anciens artefacts en fer connus à ce jour. Cette découverte est proprement fascinante, car les anciens les ont créées en martelant un morceau de météorite. Ces 9 perles faisaient autrefois partie d'un collier élaboré. Aujourd'hui, elles sont corrodées et noircies, ce qui est parfaitement normal pour un bijou datant de plus de 5000 ans. Composées d'un alliage de fer et de nickel, ces perles témoignent du savoir-faire exceptionnel des anciens bijoutiers. Leur habileté est d'autant plus remarquable qu'ils ignoraient l'origine stellaire du matériau utilisé. La pyramide de Khéops présente également une caractéristique remarquable. Un groupe de recherche international a analysé la réponse électromagnétique de la structure aux ondes radio et a découvert que la pyramide était capable de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Ce phénomène se produit tant à l'intérieur de ses chambres qu'en dessous de sa base. Elle abrite également une chambre souterraine inachevée. Il semble que cette réponse électromagnétique soit liée aux propriétés du calcaire, le principal matériau utilisé dans la construction de la Grande Pyramide. Les résultats de cette recherche pourraient avoir des applications pratiques, notamment en vue d'améliorer le fonctionnement des cellules solaires et des nanocapteurs. Les anciens textes indiens évoquent des chars richement ornés, voire des palais entiers, connus sous le nom de Vimana, capables de s'élever dans les airs et de parcourir, en quelques secondes, des distances allant jusqu'à l'espace. Si certains considèrent ces Vimana comme relevant exclusivement de la mythologie indienne, d'autres estiment qu'ils pourraient s'inspirer d'une technologie véritable, perdue au fil des siècles. Selon les textes de l'ancien Veda indien, il existait des Vimana variés, comme le Vimana éléphant doté de plusieurs moteurs, ainsi que de nombreux modèles portant des noms d'animaux ou d'oiseaux. Certains étaient conçus pour des trajets locaux, d'autres pour voyager à l'étranger, et d'autres encore pour explorer la Lune ou d'autres planètes. Ils pouvaient atteindre des vitesses stupéfiantes. L'un des Vimana possédait la capacité exceptionnelle de se rendre invisible. Un autre, en forme de sphère, était propulsé par les vents de Mercure. Ce modèle aurait produit un rayon immense, comparable à celui du Soleil, et un bruit retentissant semblable au tonnerre. Tous les Vimana étaient réputés indestructibles et parfaitement adaptés au combat. Pour piloter un Vimana, il fallait maîtriser un ensemble de connaissances, comparables à celles requises pour un pilote d'avion moderne, et regroupées en 32 secrets. Ils incluaient la structure de l'engin,
les techniques de décollage et de manœuvre en toute sécurité, ainsi que des savoir-faire spécifiques comme comment se rendre visible ou invisible, comment se dissimuler, comment être rapide, ou encore comment gérer les phénomènes de contraction et d'expansion. Pour échapper à ses adversaires, le pilote d'un Vimana devait se hisser jusqu'à la 8e couche atmosphérique au-dessus de la Terre et tirer parti de la puissance des rayons solaires obscurs. Si cette consigne peut paraître étrange, d'autres instructions, plus plausibles, conservent une certaine pertinence dans le contexte de l'aéronautique moderne. Certaines sections des textes dédiés aux Vimanas mettent en lumière des aspects tels que les itinéraires de vol, la formation des pilotes, la navigation, mais également les tenues appropriées pour ces derniers, ainsi que les aliments recommandés pour de longs trajets. Ces écrits recèlent également des informations techniques détaillées sur l'utilisation de métaux absorbant la chaleur, les types de métaux employés et leurs points de fusion. Les défenseurs de l'idée que les Vimanas étaient plus que de simples mythes estiment que les anciens Indiens n'auraient probablement pas consacré autant de précision à une vulgaire légende. Ainsi, ces palais volants pourraient avoir été réels et extraordinairement en avance sur leur temps, à l'image de nombreuses autres inventions indiennes. Au VIe siècle avant notre ère, un chirurgien indien du nom de Sushruta a rédigé ce qui est considéré comme le premier manuel de médecine et de chirurgie. Surnommé le père de la chirurgie pour ses contributions, Sushruta a catalogué des centaines de plantes médicinales et décrit des interventions chirurgicales complexes. Il a notamment consigné des instructions pour des reconstructions nasales, ainsi que des greffes de peau transférées d'une partie du corps à une autre. La technique originale de rhinoplastie, qui consistait à prélever un fragment de peau sur le front pour reconstruire un nez, demeure utilisée aujourd'hui. Toutefois, à l'époque, cette intervention répondait à des besoins très différents de ceux d'impressionner le public des réseaux sociaux. Ces chirurgies étaient destinées à aider des individus ayant perdu leur nez en raison d'un châtiment ou de blessures subies au combat. C'est à un prodige des mathématiques indiens de l'Antiquité, nommé Aryabhata, que nous devons l'invention du zéro. Bien qu'elle puisse paraître anodine, cette découverte a été cruciale, car sans elle, il n'existerait ni système binaire, ni ordinateur. Avant le 5e siècle de notre ère, les gens se contentaient d'un simple symbole pour indiquer l'absence de valeur. Grâce à cette invention, l'addition, la soustraction et bien d'autres opérations sont devenues infiniment plus simples. Vous pouvez observer le plus ancien zéro connu, gravé sur le mur d'un temple de Gwalior, en Inde. Dès 1500 avant notre ère, voire plus tôt, la civilisation de la vallée de l'Indus utilisait des règles en ivoire. Ces instruments, retrouvés lors de fouilles sur les sites de l'actuel Pakistan et du nord-ouest de l'Inde, étaient couramment employés en architecture avec une précision remarquable. Chaque règle comportait des unités mesurant un peu plus de 3 cm, minutieusement divisées en sous-unités précises, jusqu'à une tolérance de 2 millièmes de centimètre. L'invention suivante relève davantage du concept que de l'objet tangible. La standardisation consiste à fixer des règles communes en s'appuyant sur un ensemble de critères, qu'ils soient humains, matériels ou d'intérêts variés. L'une de ces applications les plus notables, à laquelle nous sommes aujourd'hui habitués, est celle des poids standardisés. Que l'on utilise des livres ou des kilogrammes, ces mesures universelles sont essentielles, n'est-ce pas? Pour cela, nous devons un grand merci aux marchands de la civilisation arapéenne, qui vivaient il y a près de 4000 ans. Ces derniers utilisaient des poids standardisés pour mesurer aussi bien des céréales que des produits de luxe. Leur système de mesure reposait sur des bases mathématiques décimales et binaires. Bien qu'ils n'aient pas disposé de technologies avancées, ils ont atteint une précision remarquable grâce à des calculs complexes et à l'utilisation ingénieuse de matériaux tels que le sable pour la construction. Leur expertise en matière de standardisation s'est diffusée jusqu'en Perse et en Asie centrale, devenant ainsi une norme mondiale en matière de pesée. Si le yoga est votre pratique favorite, vous avez une excellente raison de rendre hommage aux anciens sages indiens. Le yoga a été mentionné pour la première fois dans les Védas de la civilisation de l'Indus-Sarasvati, dans le nord de l'Inde, il y a plus de 5000 ans. Avec le temps, cette discipline a été perfectionnée et enrichie, devenant une vaste philosophie comprenant plus de 200 écrits sacrés consacrés à l'art d'atteindre l'illumination. Au début de notre ère, le yoga a pris une nouvelle dimension grâce à l'écrivain hindou Patanjali, qui a structuré la pratique dans son œuvre, les Yoga Sutras. Cette discipline s'est transformée en une méthode complète de rajeunissement du corps et en une pratique visant à prolonger la vie, avec des postures que l'on continue à exécuter sur les tapis d'aujourd'hui. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le yoga a gagné le monde occidental, où il s'est rapidement propagé. Le jeu d'échecs, souvent considéré comme le jeu de prédilection des intellectuels, est également une invention indienne. Son ancêtre,
connu sous le nom de Chaturanga, était un jeu de stratégie sur plateau qui a commencé à se populariser environ 3000 ans avant notre ère. Cette version primitive des échecs se jouait à 4 joueurs au lieu de 2 et comportait 64 cases. Chaque participant disposait de 8 pièces, allant des pions au roi, en passant par les fous et les cavaliers. À cette époque, on n'utilisait pas de dés classiques à 6 faces, mais un dé oblong. Les joueurs qui s'affrontaient étaient en réalité regroupés en 2 équipes selon leur position. La version moderne des échecs, telle que nous la connaissons aujourd'hui, trouve mention pour la première fois dans une légende de l'ancienne littérature indienne. Selon cette histoire, l'épouse du démon Ravana aurait inventé le jeu afin de divertir son époux. Le mot shampooin trouve son origine dans un terme hindi signifiant apaiser ou pétrir. Cette substance, inventée en Inde en 1762, servait à l'origine pour les massages crâniens, d'où son nom. Le premier shampoing était composé d'huile naturelle et de plantes. Les commerçants britanniques, séduits par cette idée, l'ont ramené en Angleterre. Puis il aura fallu plusieurs années pour que cette huile de massage évolue en shampoing tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais son origine reste indienne. Contrairement aux Grecs anciens, qui portèrent des peaux d'animaux, les Indiens ont commencé à cultiver le coton dès les 5e et 4e siècles avant notre ère. Ils utilisaient des fils de coton pour fabriquer des textiles, qui devinrent rapidement très prisés en Méditerranée et au-delà. Le jute et la laine trouvent également leurs racines en Inde. Le Cachemire, célèbre pour être la laine la plus fine et la plus luxueuse, provient de la région du même nom, située à la frontière de l'Inde, du Pakistan et de la Chine. Quant aux boutons ornant ces vêtements de Cachemire, ils ont également une origine indienne. Il y a environ 5000 ans, la civilisation de la vallée de l'Indus transformait des coquillages en forme géométrique percés de petits trous. Ces ornements, d'abord purement décoratifs, furent ensuite utilisés pour attacher les vêtements. Lorsque l'on évoque les pionniers de la communication radio, le nom de Marconi est souvent celui qui domine. En 1909, il a même reçu le prix Nobel de physique pour ses travaux révolutionnaires. Pourtant, un autre génie, longtemps resté dans l'ombre, mérite d'être reconnu. Sir Jagdish Chandra Bose. Dès 1895, Bose a démontré le potentiel des ondes de communication radio. Lors d'une expérience à l'hôtel de ville de Calcutta, il a transmis une onde électromagnétique sur une distance de 23 mètres, traversant des murs, déclenchant une cloche et enflammant même de la poudre à canon. Marconi s'est inspiré de l'invention de Bose, le cohéreur à mercure, pour développer sa propre radio bidirectionnelle. Hélas, Bose n'a pas breveté son invention, et il n'a obtenu la reconnaissance de son génie qu'1 siècle plus tard. Remontons le temps jusqu'aux premiers jours de l'histoire de l'humanité, à l'époque où nos ancêtres vivaient en tribus nomades. Songe un instant à ce que devait être la vie pour ceux qui souffraient d'une déficience visuelle. Pour ceux qui avaient la chance de n'avoir que des problèmes de vue bénins, ils pouvaient probablement se déplacer sans trop de difficultés. Mais pour ceux qui souffraient de graves problèmes de vue, les défis étaient quasi insurmontables. Leur productivité et leur utilité pour la tribu pouvaient être grandement compromises, ce qui pouvait conduire à leur exclusion. Au fur et à mesure que nous nous sommes établis et avons formé des communautés, la façon dont nous nous traitions mutuellement a commencé à évoluer, et nous avons commencé à considérer ces personnes souffrant de graves problèmes de vue avec un peu plus de gentillesse et d'empathie. Toutefois, sans les connaissances scientifiques dont nous disposons aujourd'hui, les moyens de leur venir en aide étaient très limités. Avant l'apparition des lunettes, les gens souffrant de problèmes de vue mineurs, comme la myopie, n'étaient probablement pas très affectés. Même si leur déficience visuelle pouvait rendre plus difficiles certaines tâches, comme la chasse ou l'identification d'une menace, ces individus pouvaient tout de même contribuer à la survie de leur tribu, et étaient donc généralement acceptés par leurs pairs. Au fil du temps, à mesure que leur vue se détériorait, nombreux sont ceux qui ont appris à s'adapter. Le déclin progressif de leur vue sur plusieurs années n'était peut-être même pas perceptible, si bien qu'elles ont pu développer des mécanismes d'adaptation, comme le fait de s'appuyer davantage sur leurs autres sens. Il convient également de noter qu'une vision nette et précise n'était pas aussi essentielle à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pendant la grande partie de notre histoire, les taux d'alphabétisation ont été très faibles, souvent de l'ordre de 20% tout au plus, et une formation académique n'était pas essentielle à la plupart des emplois. Par conséquent, les problèmes de vue n'affectaient pas nécessairement la capacité d'un individu à travailler ou à apprendre. La plupart des gens n'étaient pas censés effectuer de tâches nécessitant une vue exceptionnelle.
Ils pouvaient donc s'en sortir tant qu'ils étaient en mesure d'accomplir leurs tâches, qui prenaient souvent la forme d'un travail physique. Cela peut sembler dur selon les normes d'aujourd'hui, mais si ta vue était suffisamment bonne pour travailler, mettons, dans un champ, tu pouvais au moins t'assurer une source de subsistance et un revenu. Avance rapide jusqu'au XIIIe siècle, lorsque le premier éclat de ce que nous appellerions plus tard des lunettes a commencé à poindre. Ces premières versions des lunettes n'étaient fondamentalement que des loupes, qui ne servaient qu'à faciliter la lecture. Au fil des siècles, celles-ci sont devenues plus complexes, et elles ont commencé à ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui aux alentours des XVIIe et XVIIIe siècles. Maintenant, penchons-nous un peu sur l'histoire fascinante des lunettes. Leur perfectionnement aura pris plusieurs siècles, jalonné de nombreux visionnaires et de leurs idées novatrices. Toutefois, le mystère de l'inventeur des lunettes apportées reste encore entier. Nous savons que nos anciens conquérants, les Romains, ont été les premiers à percer la magie du verre et de son pouvoir d'agrandissement de textes minuscules, donnant ainsi naissance aux premières loupes. Au XIIIe siècle, en Italie, nous rencontrons les premières lunettes portatives de l'histoire. Il s'agissait de lentilles rudimentaires, fabriquées par d'habiles souffleurs de verre, insérées dans des montures de bois, de cuir ou parfois même en cornes d'animal et maintenues contre le visage ou en équilibre sur le nez. À mesure que la technologie s'est améliorée au cours de la Renaissance, ces dispositifs sont devenus plus courants. Comment savons-nous que ces lunettes ont existé? Eh bien, grâce à l'art. Les peintures du début de la Renaissance représentent parfois des érudits avec des montures à main ou des besicles juchés sur le nez. Sur la base de tests de vision rudimentaires, les souffleurs de verre italiens ont su façonner des verres de différentes épaisseurs. En raison de leur popularité croissante, ces lunettes ont commencé à quitter l'Italie pour s'étendre au reste de l'Europe, devenant un accessoire de luxe accessible à ceux qui pouvaient se l'offrir. Compte tenu de l'importance accordée au savoir à la Renaissance, les lunettes sont devenues un signe de prouesse intellectuelle et de richesse. Pendant un certain temps, il a semblé que la technologie des lunettes avait atteint un plafond. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que l'on a assisté à un véritable bond en avant, lorsque les lunettes ont permis de garder les mains libres, grâce à l'introduction de branches qui s'étendaient au-dessus des oreilles. L'un des exemples les plus remarquables de ces lunettes modernes sont les fameuses Martin's Margins, conçues par l'inventeur Benjamin Martin. Aujourd'hui, ces lunettes sont très recherchées par les collectionneurs, mais elles ont été pionnières dans la quête de verres plus précis et plus fins, soutenues par des montures robustes. Une fois que les lunettes sont devenues intra-auriculaires, leur évolution a semblé s'accélérer. Même Benjamin Franklin a contribué à ce développement, en inventant le verre à double foyer, une solution astucieuse pour ceux qui devaient jongler avec des problèmes de vision de près comme de loin. Il a ingénieusement découpé 2 lentilles et les a couplées en une seule monture. À la même époque, les lunettes en ciseaux ont gagné en popularité. Il s'agissait essentiellement de lunettes de poche, pliables comme une paire de ciseaux et parfaites pour les moments où l'on avait besoin de jeter un coup d'œil rapide sur quelque chose d'important. Certains messieurs n'étaient guère enthousiastes à l'idée de porter des lunettes en permanence, et ces lunettes compactes présentaient donc une solution idéale. À l'aube du XIXe siècle, les lunettes étaient encore fabriquées à la main et n'étaient pas accessibles à tous. Mais eu égard à la révolution industrielle qui s'annonçait, la production en masse de montures et de verres se profilait déjà à l'horizon, facilitant la correction de la vue pour les travailleurs acharnés. Le début du XVIIIe siècle a également vu l'introduction de verres cylindriques uniques, conçus pour corriger l'astigmatisme. Au cours du XXe siècle, les lunettes ont commencé à passer du statut de nécessité oculaire à celui d'accessoire de mode. Un large éventail de montures de formes, de matériaux et de couleurs différents a commencé à inonder le marché, permettant aux porteurs de choisir des lunettes adaptées à la forme de leur visage, à la couleur de leurs yeux, ou même à leur tenue vestimentaire. Theodore Roosevelt, par exemple, portait des lunettes sans branches qui restaient en place grâce à un pince-nez. Bien qu'elles soient tombées en désuétude en raison de leur aspect digne du siècle dernier, ces lunettes faisaient fureur à l'époque. Ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'avènement de plastique robuste. Les montures n'avaient plus besoin d'être en bois, en métal ou en corne. Ce plastique pouvait être moulé dans un vaste assortiment de formes et de tailles. C'est également au XXe siècle que l'on assiste à l'essor des lunettes de soleil. Si l'idée est née en Asie au XIIe siècle,
Elles étaient à l'origine destinées à masquer l'expression des juges, et non à améliorer la vision ou à protéger du soleil. Plusieurs fabricants ont joué avec des verres colorés, mais pas pour des raisons de protection. Très vite, cependant, les lunettes de soleil teintées sont devenues populaires, en raison de la sensibilité à la lumière due à certaines conditions médicales. Cette tendance s'est rapidement imposée, et, à la fin des années 20, les lunettes de soleil étaient produites en masse. Non seulement pour protéger du soleil, mais aussi pour réduire l'éblouissement. Les années 80 ont vu naître les lentilles en plastique, moins susceptibles de se briser et plus légères et plus fines que les lentilles en verre. Et l'innovation ne s'est pas arrêtée là. Aujourd'hui, nous disposons de verres dotés de revêtements protecteurs qui réduisent l'éblouissement et bloquent les rayons UV nocifs. Aussi fascinant que cela puisse sembler, une autre découverte intéressante a trait au pourcentage de personnes affectées par des problèmes de vision. Certaines études suggèrent que la myopie n'était pas aussi répandue dans le passé qu'elle ne l'est aujourd'hui. En réalité, le nombre de personnes diagnostiquées comme souffrant de myopie a explosé. Les projections indiquent même que d'ici à 250 ans, une personne sur deux sur la planète pourrait être myope. Une étude particulière a mis en lumière le fait que la myopie touche aujourd'hui 2 fois plus d'enfants que dans les années 60. Dans certaines régions d'Asie, la situation est encore plus accentuée. Alors que les médecins et les chercheurs du monde entier tentent de comprendre la cause profonde de ce problème, certains le qualifient d'épidémie. Les théories sont nombreuses, certaines pointant du doigt la génétique ou l'augmentation du temps passé devant les écrans et le nez enfoui dans les livres. Mais il y a aussi d'autres scientifiques qui ont remarqué un lien entre les enfants qui jouent moins à l'extérieur et la probabilité de développer une myopie. Quelle que soit la cause de cette situation, il est juste de dire que la myopie n'affectait probablement pas autant de personnes dans les temps anciens qu'elle le fait aujourd'hui. L'invention relativement récente des lunettes pour la myopie laisse penser que ce n'était pas un problème aussi pressant dans le passé. Peut-être les gens ont-ils trouvé des moyens d'adapter leur mode de vie pour mieux gérer leur myopie. Ou peut-être que l'on s'efforçait davantage d'adapter les emplois aux capacités visuelles des gens plutôt que de rechercher des solutions techniques pour uniformiser la donne. Nous autres, les humains, disposions autrefois de pouvoirs quasi surnaturels. Mais ils ont tous disparu depuis bien longtemps, car de telles aptitudes sont devenues inutiles. De sorte que l'évolution nous en a débarrassés. Par exemple, l'une de ces capacités était le sommeil d'hibernation. Oui, cela ne semble pas aussi stylé que la téléportation ou le pouvoir de voler. Mais dans notre monde moderne, cela pourrait être fort utile. Imaginez que vous vous couchiez avant l'hiver et que vous vous réveilliez au printemps. Pas de temps morose, pas de dépenses d'argent pour la nourriture durant cette période. Juste un long sommeil profond. Ainsi, peut-être que nos anciens ancêtres hominidés, plus proches des primates que des humains, étaient capables d'entrer en hibernation prolongée. C'était il y a environ 500 000 ans, des centaines de millénaires avant l'apparition des premiers Homo sapiens. Les hominidés de cette époque vivaient dans des grottes au moment de cette ère glaciaire et plongeaient dans un long sommeil afin d'y survivre. Ce n'est pas un fait confirmé cependant, mais les scientifiques ont émis quelques suppositions à ce sujet. Des paléontologues ont découvert de nombreux fossiles de nos ancêtres à l'intérieur d'une grotte en Espagne. L'analyse a montré que ces hominidés manquaient de vitamine D et de réserves de graisse. Ces étranges indices tendent à montrer que les habitants de ces grottes auraient pu être en état d'hibernation. Peut-être que leur métabolisme ralentissait et que leurs réserves de graisse et de vitamines s'amenuisaient peu à peu pour permettre leur survie pendant ce long sommeil. Bien sûr, une telle capacité pourrait être utile dans le monde moderne, mais elle présente aussi plusieurs inconvénients. Prenons l'exemple des ours et des problèmes qu'ils peuvent rencontrer pendant l'hibernation. Des processus métaboliques uniques permettent ce long sommeil. Mais si ces processus sont perturbés, alors après s'être réveillé, l'ours peut tomber gravement malade. Cela peut arriver à cause d'une quantité insuffisante de graisse et de réserves alimentaires. Une autre capacité du passé pourrait aider l'homme moderne à économiser une fortune. Cette capacité est d'avoir des dents fortes et saines. Aujourd'hui, nous avons des cliniques dentaires, des équipements de haute technologie, des centaines de types de brosses à dents et de dentifrice, des bains de bouche, et bien plus encore pour prendre soin de nos dents. Et malgré cela, nos ancêtres avaient des dents bien plus fortes et plus saines.
Des mâchoires plus puissantes et des dents tranchantes leur permettaient de mastiquer les viandes les plus coriaces. Et l'immunité de la cavité buccale ne permettait pas aux bactéries de se développer. Mais ensuite, l'agriculture est apparue. Les gens ont commencé à manger des céréales. Cela a ajouté de nouvelles espèces de bactéries à leur bouche, affaibli les muscles de leur mâchoire et provoqué les premières caries. Les dents sont devenues plus fragiles, mais elles ont reçu le coup de grâce lorsque les gens ont découvert le sucre. Les sucreries ont apporté beaucoup de problèmes à notre santé bucco-dentaire. Auparavant, les dents servaient d'outils pour traiter les matériaux durs. Mais ensuite, nous avons commencé à manger des aliments tendres, des boulettes de viande et du poulet frit. Et la force des dents est devenue négligeable. L'évolution nous a privés de cela. Nos ancêtres étaient un peu plus grands, plus forts, plus agiles et plus endurants que nous. Quelques jours passés dans les plaines à chasser des mammouths équivalaient à un mois d'entraînement régulier en salle de sport. Les gens n'étaient pas obèses. Ils mangeaient des aliments naturels et étaient bâtis comme des athlètes. Mais pourquoi étaient-ils plus grands? Qu'est-ce qui a influencé notre croissance osseuse? Au cours des 10 derniers milliers d'années, les changements de croissance sont les plus notables. Mais cette tendance a changé en notre faveur au cours des derniers siècles, et les gens ont commencé à grandir. Il est difficile de déterminer la cause exacte de ces changements. Ce peut être la génétique, l'environnement, le mode de vie, l'alimentation, ou l'apparition des techniques modernes. Ainsi, il y a 4000 ans, les hommes de Cro-Magnon chassaient et cueillaient en Europe. Ils étaient physiquement mieux bâtis grâce à un tel mode de vie. Leurs ancêtres avaient émigré depuis l'Afrique, ce qui expliquait en partie leur grande taille. Des os plus longs étaient utiles pour s'adapter au chaud climat africain. Mais après 3000 ans, la croissance de ces hommes a fortement diminué en raison de l'arrivée d'un temps plus froid et du développement de l'agriculture. Nos ancêtres ont traversé des périodes de famine, et leurs corps se sont rabougris au fil du temps pour s'adapter à un régime plus restreint. De plus, vivre au contact du bétail a provoqué l'émergence de nouvelles maladies, et tout cela a affecté l'apparence de nos ancêtres. On ne rencontre presque plus de tels problèmes à présent. Nous avons la possibilité de manger des aliments sains, de recevoir des soins médicaux et de prendre des suppléments. Tout cela nous a permis de grandir de quelques centimètres de plus. Mais un tel changement dans le corps humain reste toujours un mystère. Nous avons atteint aujourd'hui un stade de développement jamais égalé. Nous pouvons devenir des sommités en neurosciences et en physique thermonucléaire, créer des ordinateurs surpuissants, avoir accès à toutes les connaissances du monde et étudier les profondeurs infinies de l'espace. Mais pour une raison quelconque, nos cerveaux sont devenus beaucoup plus petits que ceux des gens qui vivaient il y a plusieurs milliers d'années. Mais comment est-ce possible, étant donné que nos ancêtres ne s'adonnaient qu'à l'agriculture, au commerce et à la fabrication d'outils rudimentaires? Puis sont apparues les grandes villes, l'architecture, l'art et la technologie. Et pendant tout ce temps, notre cerveau rétrécissait à mesure que l'humanité progressait. Il a même perdu un volume équivalent à celui de 4 balles de ping-pong. La raison n'est pas que les gens étaient plus intelligents dans le passé. Le volume du cerveau n'est pas vraiment lié au développement intellectuel. Il est en revanche possible que leur cerveau ait rétréci à cause de la collectivité. Pour comprendre ce que cela signifie, observons plutôt les fourmis. Des scientifiques ont mesuré la taille du cerveau de certaines espèces. Ils ont remarqué que les espèces qui entretenaient des systèmes sociaux complexes présentèrent des cerveaux plus petits. Cela signifie que si une fourmi interagit étroitement avec d'autres fourmis et partage son travail avec elles, son cerveau réduit. Le partage des tâches au sein d'une même espèce contribuerait donc à la réduction de cet organe, ses capacités cognitives se retrouvant ainsi réparties entre différents groupes effectuant différents travaux. On dirait que plus un cerveau se décharge ses fonctions, plus il devient petit. Autrement dit, si vous vivez isolé sur une île, pratiquez l'agriculture et la pêche et construisez votre maison tout seul, alors votre cerveau devient plus gros. Mais dans une grande société complexe, où toutes ces fonctions sont réparties parmi de nombreux membres, le cerveau humain rétrécit. En un sens, l'intelligence devient collective. Mais à quel moment de notre existence l'intelligence humaine est-elle devenue aussi collective qu'elle pouvait l'être? C'est lorsque l'écriture est apparue, soit environ 2000 ans avant le début du rétrécissement de nos cerveaux. Lorsque nos ancêtres ont appris à écrire, ils ont libéré une grande zone liée à la mémoire dans leur cerveau. Ils n'avaient plus à conserver une trace de toutes ces choses indispensables dans leur esprit. Et avec le développement des civilisations, la collectivisation de l'humanité s'est accrue. Puis sont arrivées la télévision et Internet.
nous ne tarderons pas à découvrir comment cela affectera notre cerveau dans le futur. D'une part, son volume pourrait diminuer encore davantage. Mais d'autre part, nous baignons dans un flux infini d'informations. Nous ne savons pas encore comment cela affectera la taille de nos crânes. La collectivisation de la conscience n'est qu'une des hypothèses expliquant le rapetissement de nos cerveaux. Une autre théorie suggère que cela serait arrivé à cause de notre mode de vie sédentaire. Le cerveau d'un chien, d'un chat ou d'un autre animal de compagnie est plus petit que celui de ses ancêtres qui vivaient à l'état sauvage. Lorsque les gens ont commencé à s'établir dans les villes et à dépenser moins d'énergie pour obtenir leur nourriture, leurs cerveaux ont également pu commencer à rétrécir. En plus de la taille du cerveau, les humains ont subi de nombreux changements. L'humanité présente désormais une grande variété d'apparences, que les premiers Homo sapiens ne connaissaient pas. Dans un lointain passé, chacun possédait les mêmes propriétés physiques caractéristiques d'une région particulière. Par exemple, une silhouette courte et trapue était typique des gens vivant dans des environnements froids. La surface corporelle d'une personne de petite taille aide à mieux conserver la chaleur. Par ailleurs, la surface corporelle d'une personne de grande taille dissipe plus efficacement la chaleur, de sorte que les gens vivant dans les régions d'Afrique les plus arides étaient plus grands, et dans les régions où il fait une chaleur torride pendant la journée, et où les gelées arrivent dès la tombée de la nuit, les gens ont pu développer la capacité d'abaisser leur température corporelle sans frissonner ni ressentir le froid. Ce phénomène concerne particulièrement les tribus aborigènes qui peuplent le désert central d'Australie. L'environnement affecte les caractéristiques externes presque autant que la génétique. Et au cours des 40 derniers milliers d'années, l'évolution n'a fait qu'accélérer. La capacité à voyager et l'accroissement de la population humaine ont contribué au mélange de différents groupes ethniques à travers la planète, ce qui a également favorisé une certaine diversité dans l'évolution. Il semble que l'humanité n'ait pas encore atteint le point culminant de son évolution. Et peut-être qu'il n'y a pas vraiment de limite à cela. Vous avez vu un bon film d'horreur récemment? Si vous êtes fan de ce genre, vous savez apprécier une bonne intrigue. Et si je vous disais qu'il n'y a pas meilleur scénariste que Mère Nature? Les catastrophes de l'Antiquité étaient plus effrayantes que n'importe quel film d'horreur d'aujourd'hui. Des tsunamis aux éruptions volcaniques. Vous serez choqués par l'ampleur de ces événements. La catastrophe naturelle qu'il faut absolument éviter, c'est le tsunami. Ces gigantesques murs d'eau déferlent sur les côtes et emportent tout sur leur passage. Et ils ne datent pas d'hier. Les scientifiques ont pu établir une chronologie à partir de quelques traces laissées par les plus grands tsunamis. Dans le nord du Chili, un gros rocher se dresse au-dessus de l'océan Pacifique. Derrière lui, un désert à perte de vue. Cette pierre de 44 tonnes n'a rien à faire ici. C'est le résultat d'un tsunami. Des vagues de la hauteur d'un immeuble de 6 étages ont transporté des blocs rocheux comme des cailloux. Les chercheurs estiment que ce phénomène s'est produit en 1420. Mais comment peuvent-ils le savoir? Au XVe siècle, il n'y avait pas de documents écrits dans la région. Mais les détectives se sont mis au travail. Les archéologues ont découvert qu'à peu près à la même époque, un tsunami s'est produit au Japon, de l'autre côté de l'océan Pacifique. Le sol a tremblé au large des côtes chiliennes. C'est ainsi que le tsunami a été créé. La vague a ensuite parcouru près des 2/5 de la circonférence de la Terre. Un tsunami vraiment infatigable. Mais ce n'était pas un événement isolé. Des indices suggèrent qu'un événement similaire s'est produit il y a 3800 ans. À cette époque, les peuples anciens avaient décidé d'abandonner leur village côtier. Ils se déplaçaient vers l'intérieur des terres. Comment savaient-ils qu'il était temps de partir? Il existe des traces d'érosion causées par de forts courants, signe révélateur d'un ancien tsunami. Comme vous l'avez appris dans vos manuels scolaires, l'oxygène représente 21% de l'air que nous respirons. Mais il n'a pas toujours fait partie de l'atmosphère terrestre. Il n'y avait pas d'oxygène pendant toute la première moitié de la vie de notre planète. À l'époque, le dioxyde de carbone et le méthane étaient les principaux composants de l'atmosphère. Oui, ce même CO2 qui fait pétiller nos boissons. Mais l'autre gaz n'est-il pas dangereux? Eh oui, et le méthane est inodore. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de vie sur Terre il y a des milliards d'années. Comment sommes-nous passés du méthane à l'oxygène? Les cyanobactéries ont fait leur apparition. Ce groupe de microbes a commencé à évoluer il y a environ 2,7 milliards d'années.
Ces micro-organismes connaissent la photosynthèse, c'est-à-dire la transformation de la lumière du soleil en énergie. Ils convertissent la lumière du soleil en énergie. Et quel est le sous-produit de ce processus? Vous l'avez deviné, l'oxygène. Rapidement, il a commencé à se répandre de l'eau vers l'atmosphère. Là, il s'est mêlé au méthane, et avec le temps, il l'a complètement remplacé. Les scientifiques ont baptisé ce processus la grande oxydation. Mais en quoi cela peut-il être mauvais? Après tout, c'est grâce à cela que nous sommes en vie. Tout cet oxygène a empoisonné les organismes anaérobies. Et non, il ne s'agit pas là de formes de vie qui séchaient leur cours d'aérobique et de pilates. Ce terme signifie simplement que ces micro-organismes n'ont pas besoin d'oxygène pour se développer. Trop d'oxygène, et c'est la mort assurée. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Les scientifiques ont décrit un phénomène de saturation en oxygène qui a modifié l'atmosphère terrestre pour toujours. La disparition de la plupart des organismes anaérobies est un des premiers cas d'extinction. Ils n'aimaient pas l'atmosphère de l'époque et ont décidé de se retirer. Mais voyez le bon côté des choses. Ils ont fait de la place pour les humains qui, eux, adorent l'oxygène. Direction la Turquie. Non, pas les stations balnéaires que les touristes visitent en été, mais la région d'Anatolie, dans le sud-est du pays. On trouve à Göbekli Tepe les temples les plus anciens du monde. Ils remontent à la période néolithique. Les scientifiques y ont trouvé un pilier de pierre qui raconte l'histoire d'une ancienne catastrophe. Ils supposent que ce pilier est commémoratif. Aujourd'hui encore, l'homme construit des structures similaires pour marquer un événement important. Le Washington Memorial en est un exemple. Il a été construit en l'honneur du premier président américain. Mais ce pilier en Turquie ne commémore pas un événement heureux. Les scientifiques pensent qu'il témoigne d'un événement dévastateur, une comète venue s'écraser sur Terre. L'événement a dû être terrible. Le monument comporte également d'autres signes. Ces symboles correspondent à la configuration des étoiles du ciel nocturne de l'année 1950 avant notre ère. Cette date a stupéfié les chercheurs, car elle correspondait à leurs recherches antérieures sur un échantillon de carottes de glace au Groenland. Ils avaient découvert qu'un fragment de comète avait heurté notre planète à peu près à la même époque. Le site archéologique était peut-être un ancien observatoire. Et ceux qui y travaillaient ont été témoins d'un événement cataclysmique. L'impact a dû être si puissant qu'il a modifié l'axe de rotation de la Terre. Il s'agit du pôle imaginaire qui traverse notre planète de haut en bas. Cette ancienne comète a dû être très puissante pour déséquilibrer la Terre entière. Avez-vous entendu parler de la ville de Tal el-Hammam dans la vallée du Jourdain? La raison pour laquelle vous répondez probablement par la négative est que cette ville n'existe plus aujourd'hui. Elle a complètement disparu vers l'an 1650 avant notre ère. Elle était l'une des 3 villes principales de cette partie du Moyen-Orient. Ensemble, ces 3 villes avaient une population supérieure à celle de Palm Springs aujourd'hui. À l'époque, Tal el-Hammam était une métropole. Elle possédait même des gratte-ciel, des immeubles de 5 étages construits en briques crues. Mais les archéologues ont découvert d'étranges marques sur ces briques. Les briques avaient fondu sous l'effet de températures élevées. Au feu. Une catastrophe avait provoqué un incendie majeur. Les découvertes archéologiques nous ont permis de connaître la cause de ces dégâts. Un caillou venu de l'espace. Mais alors, où est le cratère? Cette comète ou cet astéroïde n'a jamais atteint le sol. Il s'est désintégré avant car il se déplaçait à très grande vitesse. On appelle ces événements des explosions aériennes. La plus grande explosion de météores observée s'est produite à Tunguska, dans le nord de l'Asie, en 1908. Les scientifiques estiment que l'explosion de Tal el-Hammam s'est produite à 4 km au-dessus de la ville. Cet événement a libéré énormément d'énergie. La température de l'air a rapidement atteint 2000 degrés Celsius. C'est assez chaud pour que le tissu et le bois s'enflamment en un instant. Les briques de terre crues et le métal commencent à fondre lorsqu'ils sont exposés à pareille chaleur. C'est ce qui expliquerait les indices découverts par les scientifiques. Mais il y a eu une autre découverte, du sel. L'événement a été si puissant qu'il a répandu du sel dans toute la région de la mer Morte. Tout agriculteur vous dira qu'un sol salé ne fait pas bon ménage avec les cultures. Les gens ont commencé à quitter la zone, ils ne pouvaient plus rien cultiver.
Imaginez une île de village blanc entourée d'une mer bleu saphir. Un tel endroit existe dans la réalité. Il s'agit de l'île de Santorin. Mais cet endroit cache en réalité une histoire de destruction. L'île est d'origine volcanique. C'est une violente éruption qui l'a créée il y a environ 3000 ans. Aujourd'hui, il y a 2 îles. La plus grande a la forme d'un fer à cheval. Lorsque vous les regardez d'en haut, les 2 îles semblent former un cercle. C'est parce qu'elles formaient autrefois une seule et même terre. Elles comportaient une grande montagne et étaient de forme ronde. Mais tout a changé presque du jour au lendemain. L'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire de l'humanité a déchiré Santorin. La terre a tremblé, des tsunamis se sont formés et des nuages de cendres ont envahi le ciel. Une image effrayante. Les gens ont ressenti l'éruption à des centaines de kilomètres de là. Une fois l'éruption terminée, l'eau de mer s'est engouffrée dans la caldeira de l'ancien volcan. C'est pourquoi l'eau de la lagune a une si belle couleur. Si les scientifiques en savent autant sur le passé de Santorin, c'est grâce à un assistant improbable, un arbre, le genévrier pour être exact. Son bois aromatique est utilisé pour plein de choses, des meubles à la fabrication de crayons. Sur l'île grecque, ces cernes ont révélé l'histoire de l'ancienne éruption. Lorsqu'un arbre grandit, il ne se contente pas de monter. Il s'étend aussi en largeur. Chaque nouvelle couche d'écorce ajoute un anneau au tronc. Il faut 1 an pour qu'un anneau se forme. Et l'un des anneaux de cet arbre était anormalement pâle. Les scientifiques ont fait le calcul, et ils ont obtenu la date de l'éruption, 1560 avant notre ère. On estime que Fantasmagorie est le premier dessin animé de l'histoire. Il a été réalisé en 1908 et c'est l'un des premiers modèles de films d'animation dessinés à la main. Mais savais-tu que les peuples anciens amusaient déjà leurs enfants avec des dessins animés il y a environ 2,6 millions d'années? Une nouvelle étude révèle que les hommes des cavernes étaient les premiers à animer les images. Comment? Ils gravaient des dessins d'animaux sur des pierres et les plaçaient autour des feux. Lorsque la lumière commence à circuler, les animaux se mettaient à bouger et à se secouer dans tous les sens. Les sculptures préhistoriques prenaient ainsi vie à la lumière vacillante du feu, et les dessins semblaient sauter d'un point à l'autre, comme s'ils voulaient faire la fête. Imagine à quel point il était amusant pour les familles préhistoriques de s'asseoir autour d'un feu et de créer ces sculptures animées. Il se trouve que certaines des anciennes peintures murales et gravures trouvées dans les grottes ont même été inspirées par cette vision illuminée par les ombres mouvantes des flammes. En gros, ces sculptures d'antan prenaient vie lorsque la lumière du feu les touchait, et les chercheurs ont réalisé un film montrant cet effet génial sur un modèle 3D de certaines gravures de chevaux. L'étude indique que notre cerveau est câblé pour visionner les choses en mouvement sous une lumière changeante, ce qui explique pourquoi ces gravures ont probablement eu une grande importance pour nos ancêtres. En d'autres termes, les hommes des cavernes se disaient « Hé, gravons des trucs sympas sur ce rocher, et quand on allumera un feu, on aura l'impression que ça bouge. » Et maintenant, ces scientifiques se sont dit « C'est fantastique, faisons un film pour vous expliquer tout cela, mesdames et messieurs. » Andy Needham et ses coéquipiers ont utilisé les technologies modernes de numérisation et de réalité virtuelle pour étudier 50 roches plates et sculptées, appelées plaquettes, faites de calcaire. Ces roches ont été trouvées dans le sud de la France dans les années 1800 et se trouvent désormais dans un musée à Londres. Elles sont recouvertes de 77 sculptures réalistes représentant toutes sortes d'animaux, comme des chevaux, des rennes et des chamois. Apparemment, l'Homo sapiens qui avait beaucoup de temps devant lui a réalisé ces gravures il y a 12 000 à 16 000 ans. Needham s'est rendu compte que beaucoup de ces roches sculptées avaient été abîmées par le feu, certaines étant couvertes de cendres blanches, d'autres ayant séché ou s'étant brisées à cause de la chaleur. En les examinant de plus près, il a découvert des bandes roses de décoloration résultant de dépôts de fer dans la pierre. Le plus intéressant, c'est que les gravures d'animaux étaient souvent superposées les unes sur les autres, parfois même fondues ou ajustées ensemble, comme une sorte de puzzle d'animaux préhistoriques. Plutôt que de jeter les anciennes et de tout recommencer, les artistes de l'Antiquité prenaient des parties du corps des animaux pour créer de nouvelles figures hybrides. Par exemple, l'une des pierres représente à la fois un cheval et une créature sauvage ressemblant à du bétail, connue sous le nom de bovidé.
Dans ce chef-d'œuvre de l'art préhistorique, l'abdomen et le cou du cheval deviennent le dos et le cou du bovidé, tandis que la tête du cheval forme l'oreille du bovidé. Quelle façon créative de recycler! Les chercheurs estiment que les roches préhistoriques de Montastruc ont été utilisées par nos ancêtres pour se divertir aux heures de grande écoute. Plusieurs personnes ont sculpté les animaux. Des gens de niveaux de compétences différents ont fait montre de leur talent artistique et il s'agissait d'un travail de groupe. Le fait que ces roches aient été trouvées ensemble suggère également qu'il s'agissait d'une activité communautaire. C'est un peu comme si des familles s'étaient réunies autour de la télévision pour sculpter des pierres et applaudir leurs animaux préférés. Qui a besoin de Netflix quand on a la télévision paléolithique? Les gravures sur ces roches et les signes qu'elles ont été exposées à la chaleur suggèrent qu'elles ont été créées pour donner l'impression qu'elles bougeaient. Parfois, on voit des animaux différents dans des poses différentes, de sorte que l'un d'eux s'animait, puis un autre et encore un autre. C'est comme une version de Disney à l'âge de pierre. Des techniques similaires pourraient avoir influencé certaines peintures rupestres anciennes, comme celle de l'époustouflante grotte Chauvet dans le sud-est de la France. Les portraits d'animaux y sont également superposés, et certains semblent avoir été chauffés par des feux situés sous eux, ce qui signifie que nos ancêtres préhistoriques auraient pu être les premiers animateurs au monde. Très bien, puisque nous avons parlé de l'activité de loisir préférée de nos ancêtres, faisons un voyage dans le temps pour découvrir les jouets les plus anciens du monde. L'un des joujoux les plus antiques découverts est une simple balle en argile trouvée dans les ruines de l'ancienne Mésopotamie. Cela peut sembler être un vulgaire gadget, mais nos ancêtres s'amusaient avec dès 3000 ans avant notre ère. À l'époque, ils n'avaient pas de jeux vidéo fantaisistes ou de jeux de société élaborés, alors un ballon était le summum du divertissement. Mais les Mésopotamiens n'étaient pas les seuls à s'amuser. Dans la Grèce antique, les enfants se divertissaient avec des poupées en argile. En Égypte, les enfants avaient des jouets en forme d'animaux, mais aussi des poupées fabriquées à partir de matériaux comme l'argile, le papyrus et l'ivoire. Et le plus impressionnant, elles avaient des membres mobiles. Et oui, nos lointains aïeux jouaient déjà avec des mannequins articulés avant que cela ne devienne cool. Mais il n'y a pas que le plaisir qui compte. Les jouets avaient aussi un but pratique à l'époque. En fait, de nombreux jouets découverts par les archéologues étaient utilisés pour enseigner aux enfants des connaissances importantes. Par exemple, les petits Égyptiens manipulaient des poupées qui avaient la forme de docteurs, ce qui les aidait à se familiariser avec la médecine et les soins de santé. Et n'oublions pas les jouets qui servaient à former les futurs guerriers. Dans la Chine antique, les enfants jouaient avec des chevaux et des chars miniatures, ce qui les aidait à se préparer à une vie de combat. En voilà une chouette manière de prendre une longueur d'avance pour ta carrière. Passons maintenant aux jeux primitifs qui existent depuis plus de 5000 ans. Le plus ancien jeu de société s'appelle Senet et a été découvert dans d'anciennes tombes égyptiennes. C'est un peu un croisement entre les échecs et le backgammon, et il était si populaire qu'on y a joué pendant plus de 2000 ans. Voilà un jeu qui tient la route. Mais n'oublions pas les jouets pour les tout-petits. Les archéologues ont trouvé d'anciens hochets et sifflets qui étaient utilisés pour divertir les membres les plus jeunes de la famille. Et si tu pensais que la collection de joujoux de ton enfant était impressionnante, attends d'entendre parler de cette ancienne princesse égyptienne qui avait plus de 100 jouets en bois dans sa chambre. Mais le plus surprenant de tous était sans doute le yo-yo. C'est vrai, le yo-yo existe depuis plus de 2000 ans. Il a été inventé pour la première fois dans la Grèce antique et était souvent utilisé pour des batailles, crois-le ou non. Mais finalement, les gens ont réalisé qu'il était beaucoup plus amusant de simplement s'amuser avec et de faire des figures. Les billes sont aussi un accessoire qui divertit les petits et les grands depuis des milliers d'années. Dans la civilisation de la vallée de l'Indus, les archéologues ont trouvé des traces de billes datant d'il y a environ 5000 ans. À cette époque, on les fabriquait à partir de toutes sortes de choses. Tu as envie de deviner ? D'accord, je vais te le dire. Des noyaux de fruits et de petits morceaux de pierre lissée. C'est vrai, ces enfants de l'Antiquité faisaient preuve de créativité avec leurs jouets. Certains artisans sont même allés plus loin et ont fabriqué des billes en argile. Revenons aux Égyptiens de l'Antiquité et à leurs adorables bateaux miniatures faits d'ivoire, de bois et d'argile. Ces figurines peuvent être reconnues comme des jouets, mais elles étaient aussi censées représenter le passage de l'autre côté. Les enfants vikings avaient eux aussi des objets de ce type. Un bateau-jouet en bois, vieux de plus de 1000 ans, a été trouvé dans une ferme près de la côte norvégienne. Ce jouet ressemblait à un vrai bateau, et il devait être l'objet cool par excellence du moment, tout comme les enfants d'aujourd'hui sont fous des voitures de course et des drones.
Tu peux imaginer les petits de l'époque montrant leurs bateaux-jouets à leurs amis. Beaucoup de ces accessoires sont encore très amusants aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été laissés de côté, comme les soldats de plomb et les toupies. Dis, une question. Tu souhaiterais en savoir plus sur les jouets anciens ou sur les gadgets des débuts du cinéma ? Des chercheurs ont mis au jour une cité entière, celle de Guyengola, restée enfouie sous l'épaisse canopée mexicaine durant 6 siècles. S'étendant sur 360 hectares, elle regroupait plus de 1100 d'édifices, 4 km de remparts, un réseau interne de voies de circulation, ainsi qu'un aménagement urbain réfléchi, comportant temples, terrains de jeux de balles et des quartiers distincts réservés aux élites ou aux classes populaires. Pendant des générations, l'on a cru qu'il ne subsistait là qu'une forteresse abandonnée, selon des récits transmis oralement. Jusqu'à peu, il était impossible d'appréhender l'immensité du site sans des années d'exploration au sol. Mais grâce à une technologie récente, un outil de télédétection appelé LIDAR, il a été possible de générer en à peine 2 heures, depuis un avion, une modélisation tridimensionnelle de l'ensemble. Guyengola fut édifié entre 1350 et 1521. Ce site revêtait une importance capitale pour les Zapotèques, peuple implanté dans la région depuis environ 700 avant notre ère. Les familles y cohabitaient dans des demeures organisées autour d'un vaste patio central bordé de pièces. À mesure que les foyers s'élargissaient, de nouvelles chambres étaient ajoutées, faisant évoluer l'architecture domestique. Les analyses ont démontré que dirigeants et habitants de conditions modestes œuvraient de concert à l'essor de la cité. En raison du relief montagneux environnant, ils surent exploiter intelligemment les pentes naturelles pour y implanter leurs constructions, favorisant ainsi l'écoulement des eaux pluviales. Cette ingéniosité a permis de garantir la solidité et la pérennité des habitations, dont bon nombre demeurent encore debout aujourd'hui. Au cœur de la cité se dressent 2 pyramides, sans doute consacrées aux rites et cérémonies que les prêtres accomplissaient en l'honneur de leurs dieux. Les offrandes étaient déposées sur les autels, tandis que le public se rassemblait sur 2 places aujourd'hui affaissées. On y trouve également un palais comportant 64 pièces, dont certaines soutenues par des colonnes circulaires, répartis sur plusieurs terrasses inclinées. On y trouve des patios desservis par de nombreux escaliers, tous reliés entre eux. L'outil de télédétection a également révélé un promontoire circulaire, aménagé sur un affleurement rocheux naturel, qui permettait aux Zapotèques de voir leurs ennemis s'approcher de loin. Les chercheurs ont aussi identifié 2 structures circulaires, probablement conçues pour l'observation astronomique et la mesure du temps. Ils ont aussi mis au jour plusieurs tombes, attestant la présence d'un cimetière urbain. À la fin du XVe siècle, les Zapotèques exerçaient leur pouvoir sur une vaste portion de la côte pacifique et étaient parvenus à défendre leur territoire contre les ambitions expansionnistes des Aztèques. Ils réalisèrent un exploit quasi inespéré, tenir bon durant un siège de 7 mois à Guyengola et en sortir victorieux. Après cette victoire, ayant conservé leur domination sur le sud mésoaméricain, les Zapotèques n'avaient plus besoin de demeurer à Guyengola. Si les montagnes offraient certains avantages, l'accès à l'eau douce et à des terres fertiles pour l'agriculture s'avérait essentiel. La petite ville de Tehuantepec, située à 19 km à peine, réunissait ces conditions. Ils s'y établirent donc peu avant l'arrivée des Espagnols, en 1521. Avec le temps, les pratiques culturelles des Zapotèques commencèrent à décliner. Leur civilisation ne s'éteignit toutefois pas totalement. Aujourd'hui encore, plus de 3000 Zapotèques résident dans l'état mexicain d'Oaxaca, où ils continuent de perpétuer leur langue et leurs traditions. La création du modèle 3D de cette cité perdue ne constitue qu'une étape préliminaire dans la recherche. Les archéologues espèrent que les études à venir permettront de mieux comprendre l'organisation politique et sociale des Zapotèques, la manière dont ils administraient leur cité, ainsi que la nature de leurs échanges avec les Espagnols à leur arrivée. Ils projettent d'examiner les 1170 structures révélées par le balayage LIDAR, ce qui nécessitera plusieurs années. Plutôt que de fouiller le sol, ils auront recours à des technologies non invasives afin d'explorer la ville sans en altérer les vestiges. Grâce à cette même technologie, les scientifiques ont pu révéler l'existence d'une vaste cité ancienne enfouie sous le dense feuillage de la forêt amazonienne. Un ensemble structuré de maisons, de places, de routes et de canaux reposait dans l'ombre d'un imposant volcan. Pendant des siècles, nombre de chercheurs ont cru que les peuples amazoniens vivaient dans de modestes huttes, ne défrichant que de petites parcelles pour subsister. Or, cette cité, édifiée il y a 2500 ans et occupée durant un millénaire, nous prouve le contraire. Les experts estiment que des dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes vivaient au sein de sociétés urbaines complexes. Le balayage de la région a permis d'identifier 6000 plateformes rectangulaires, chacune mesurant environ 20 mètres sur 10 et s'élevant à une hauteur de 2 à 3 mètres. Ces constructions étaient regroupées autour de places centrales, avec des routes rectilignes aux angles droits parfaits, connectées par des sentiers.
L'une d'elles atteignait même 26 km de long. La réalisation de voies parfaitement droites exigeait davantage que le simple suivi du relief naturel. Certaines d'entre elles revêtaient probablement une valeur rituelle ou spirituelle. Le sol volcanique, particulièrement fertile, favorisa l'essor de cette civilisation, mais il pourrait aussi avoir contribué à sa disparition. Les chercheurs ont en outre révélé les défenses de ces villes comme des fossés barrant l'accès à plusieurs d'entre elles. Il est donc possible que des groupes voisins aient tenté d'envahir ces cités. La prochaine phase consistera à étudier les 300 km² adjacents afin de mieux cerner l'ampleur et la complexité de cette société ancienne, qui pourrait même surpasser par sa taille la célèbre civilisation maya du Mexique et d'Amérique centrale. En 1963, un habitant de Turquie fit une découverte stupéfiante en rénovant sa maison. En abattant un mur de sa cave, il mit au jour une pièce énigmatique. En poursuivant ses fouilles, il tomba sur un tunnel, lequel le mena à la ville souterraine de Derinkuyu. Il s'agit de l'une des cités souterraines les plus profondes et les plus vastes de Cappadoce, et même de toute la Turquie. Les habitants occupaient 8 niveaux souterrains, chacun offrant un accès à des caves, des espaces de stockage, des chapelles, une école, une salle d'études ainsi que d'autres installations. Ces étages étaient interconnectés par un vaste réseau de tunnels. Il est probable que cette cité enfouie ait été conçue comme refuge. Située à une profondeur de 85 mètres, elle demeure invisible depuis la surface. Le site était suffisamment vaste pour accueillir environ 2000 personnes, accompagnées de leur bétail et de leurs vivres. Un puits de ventilation, profond de 55 mètres, assurait l'aération. Selon les archéologues, les premiers niveaux auraient été aménagés par les Phrygiens, avant d'être repris et perfectionnés par les Romains. L'apogée de Derinkuyu s'est toutefois manifesté durant l'ère byzantine. La cité suivante, longtemps tenue pour légendaire, n'était évoquée que dans de rares textes anciens et quelques inscriptions énigmatiques, si bien que son existence demeurait incertaine. Après avoir exploré une grande partie du littoral égyptien, un archéologue du nom de Frank Goddio et son équipe ont soudain aperçu un visage monumental émergeant des profondeurs. C'est ainsi que la ville engloutie de Thonis Héracléion fut révélée, à plus de 6 km au large d'Alexandrie. Parmi ces vestiges reposaient 64 navires, 700 ancres et un fabuleux trésor de pièces d'or. Les archéologues considèrent que les éléments les plus remarquables de cette découverte sont la statue haute de 6 mètres et les vestiges du temple. À son époque, la cité accueillait des rituels et des célébrations dans le sanctuaire d'Amon. Façonnées en granit et en diorite, les ruines ont traversé les siècles sans se détériorer malgré leur immersion prolongée. Elles offrent aujourd'hui un aperçu précieux de la vie, 2300 ans plus tôt, dans l'un des carrefours commerciaux les plus importants du monde antique. La ville disposait d'un réseau de canaux, comparable à une Venise égyptienne d'un autre âge. Ces voies d'eau reliaient divers ports et points d'ancrage, tandis que des ponts unissaient tours, temples, habitations et autres édifices. Thonis Héracléion constituait le principal port du royaume pour le commerce extérieur et la perception des taxes. L'origine de son engloutissement demeure incertaine, mais les chercheurs l'attribuent à des phénomènes naturels. Vers la fin du second siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une terrible inondation, la cité fut submergée. Par la suite, Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand, surpassa Héracléion en prestige et en influence. Avant cela, Héracléion faisait office de principale porte d'entrée maritime vers l'Égypte. Après la catastrophe, de nombreux navires durent réorienter leur itinéraire vers Alexandrie. Héracléion sombra alors dans l'oubli, jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Des étendues infinies de sable doré, des chaînes montagneuses dépourvues du moindre arbre, et un soleil de plomb au-dessus de votre tête. Et puis, contre toute attente dans ce décor désertique, surgit un petit groupe d'individus surexcités. Leur euphorie est comparable à celle que vous ressentiriez en gagnant à la loterie. Ils viennent tout juste de mettre au jour une tombe ancienne, jadis submergée, aux parois gravement endommagées. Pourtant, ce qu'ils y ont découvert atteste qu'il s'agit bel et bien du tombeau d'un des pharaons les plus énigmatiques de l'Égypte ancienne. Les archéologues le recherchaient depuis des décennies, sans jamais soupçonner qu'il renfermait de si précieux vestiges. Avançons dans le temps. À l'issue d'un examen approfondi du site, les autorités égyptiennes ont enfin officialisé la découverte du tombeau du roi Thoutmôsis II. Il s'agissait de la dernière sépulture manquante de la 18e dynastie égyptienne, qui s'étend de 1550 à 1292 avant notre ère. C'est également la toute première sépulture royale exhumée depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon, survenue en 1922, soit plus d'un siècle auparavant.
C'est une équipe conjointe d'archéologues égyptiens et britanniques qui a mis au jour ce tombeau, niché dans les montagnes thébaines à l'ouest de Luxor, non loin de la célèbre vallée des rois. Jusqu'alors, le site était simplement connu sous le nom de tombe C4. Mais les fouilles ont permis de rassembler des preuves irréfutables qu'il appartenait au roi Thoutmôsis II. En réalité, l'entrée du tombeau ainsi que son couloir principal avaient été identifiés dès 2022. Cependant, les premières hypothèses penchaient pour la tombe d'une reine, en raison de sa proximité avec les sépultures des épouses de Thoutmôsis III. Elle se trouvait également non loin de la tombe de la reine Hatshepsut, qui, à l'origine, lui avait été destinée alors qu'elle n'était encore qu'épouse royale. Sa destinée prit un tournant inattendu lorsqu'elle accéda au trône. Mais nous reviendrons plus tard sur cet épisode singulier. Bien vite, les chercheurs ont compris que leur découverte revêtait une importance capitale. Ils mirent au jour des vases en albâtre, frappés du nom de Thoutmôsis II, accompagnés de l'inscription « Roi défunt ». C'est là qu'ils comprirent qu'ils se trouvaient dans le véritable tombeau du souverain. Hélas, cette tombe n'a pas échappé aux affres du temps. D'après le ministre du Tourisme et des Antiquités égyptiennes, également à la tête de l'équipe nationale d'archéologues, le tombeau a subi des ravages considérables à la suite de violentes crues survenues peu après la disparition du pharaon. Les eaux ont envahi la chambre funéraire, entraînant sans doute la destruction ou la dispersion d'un grand nombre d'objets d'origine. Une large part des éléments qui se trouvaient autrefois à l'intérieur a été transférée ailleurs dans une tentative de préservation. Les archéologues ont mis en évidence une architecture plutôt classique, une entrée et un couloir incliné menant à la chambre funéraire. Ce couloir, enduit d'un épais plâtre blanc, s'élevait à environ 1,40 m par rapport au niveau du sol de la salle principale. Un large escalier et un impressionnant corridor en forte pente témoignaient de la solennité du tombeau. La progression s'est révélée longue et difficile, car l'accès était encombré par des amas de débris charriés par les inondations et des effondrements. Ce n'est qu'après avoir rampé sur une dizaine de mètres dans un passage étroit, ne laissant qu'une ouverture de 40 cm au sommet, un supplice pour les claustrophobes, que l'équipe a enfin pu pénétrer dans la chambre funéraire. Mais une surprise les y attendait. Une fois les gravats dégagés, les chercheurs s'attendaient à tomber sur les vestiges écrasés d'une sépulture. Pourtant, à leur grande surprise, la chambre était entièrement vide. Et nul acte de pillage n'était en cause. Le tombeau avait été volontairement vidé. Ils comprirent bientôt qu'il avait été inondé depuis sa création, en contrebas d'une chute d'eau. Cela serait survenu quelques années à peine après la mise au tombeau du souverain, obligeant les prêtres à transférer son corps et ses objets funéraires ailleurs. C'est précisément ce qui expliquerait la présence d'un second couloir. Il aurait vraisemblablement été aménagé pour permettre le retrait du corps de Thoutmôsis II de la tombe submergée. En dépit des dégradations, l'équipe archéologique a mis au jour des trouvailles fascinantes. Des traces de mortier ornées d'inscriptions bleues, d'étoiles jaunes, ainsi que des fragments du livre de l'Amduat, l'un des textes funéraires majeurs de l'Égypte ancienne. Ce recueil visait à guider le défunt dans l'au-delà, assurant la réussite de son périple souterrain. Jetons plutôt un œil à la 18e dynastie égyptienne. Elle fut marquée par l'expansion militaire, l'agrandissement de l'empire et la construction de monuments saisissants. Parmi les figures les plus emblématiques de cette époque figurent Thoutmôsis Ier et Thoutmôsis III, deux souverains guerriers qui ont laissé une empreinte durable dans l'histoire. Thoutmôsis Ier, stratège redoutable, mena des campagnes décisives, étendant les frontières du royaume jusqu'à la 4e cataracte du Nil. Ces victoires ouvrirent à l'Égypte de nouveaux circuits commerciaux, consolidèrent ses alliances et accrurent sa prospérité. Leur importance fut telle qu'elles furent gravées dans les tombeaux de ces hauts dignitaires. Thoutmôsis III, surnommé parfois le Grand, alla encore plus loin. Brillant stratège, il fut d'abord général sous la reine Hatshepsut avant d'accéder lui-même au trône. Il mena entre 17 et 20 campagnes militaires, toutes victorieuses, propulsant l'empire à son apogée. Il est également à l'origine de la toute première marine connue. Thoutmôsis III demeure, à bien des égards, le plus grand pharaon guerrier d'Égypte. Entre ces deux géants, Thoutmôsis II apparaît comme une figure bien plus discrète. L'éternel cadet, peut-être? Son règne, long d'environ 5 ans, prit fin vers 1479 avant notre ère, lorsqu'il mourut à l'âge de 30 ans. Il reste entouré de mystères. Ses réalisations sont inconnues et l'emplacement de sa sépulture demeura introuvable pendant plusieurs siècles. Le corps de Thoutmôsis II a été découvert au XIXe siècle.
Il reposait simplement dans le temple mortuaire de Deir el-Bahari, dissimulé dans une chambre secrète où les prêtres avaient pour coutume de cacher les momies royales, bien après le pillage de leur sépulture d'origine. En d'autres termes, cela signifie qu'à un moment donné, son corps a été déplacé pour le mettre en sécurité. Durant sa vie, Thoutmôsis II joua au moins un rôle décisif dans l'histoire égyptienne. Il épousa sa demi-sœur, Hatshepsut. Ce mariage, en apparence anodin, permit à cette dernière de devenir la plus grande pharaone d'Égypte après sa mort. Le revers, elle évinça son beau-fils, Thoutmôsis III, du trône pendant des décennies. Une fois au pouvoir, ce dernier fit effacer son nom par rancune. Et pourtant, Hatshepsut figure parmi les plus grands souverains de toute l'Égypte, hommes et femmes confondus. Elle enrichit considérablement le royaume, tant sur le plan économique qu'artistique. Elle organisa notamment une grande expédition commerciale vers le mystérieux pays de Punt, d'où elle ramena de l'or, de l'ébène et de l'encens. Soucieuse de marquer les esprits, elle fit ériger des monuments grandioses, dont plusieurs subsistent aujourd'hui. À Karnak, elle fit dresser d'imposants obélisques, l'un d'eux est toujours debout. C'est aussi elle qui fit construire le temple de Deir el-Bahari, aux innombrables colonnes, où elle fut ensuite inhumée. Fait marquant. Hatshepsut fut souvent représentée dans les arts comme un homme, arborant musculature et barbe postiche, selon les conventions réservées aux pharaons. Toutefois, elle tenait à ce que son identité féminine ne soit jamais totalement effacée, et se faisait notamment appeler fille de Ré ou Sa Majesté elle-même. À sa mort, en 658 avant Jésus-Christ, l'Égypte ne connaîtrait plus de souveraine aussi puissante avant l'arrivée de Cléopâtre, quelques 14 siècles plus tard. D'après le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, le nom d'Hatshepsut figure bel et bien dans le tombeau de Thoutmôsis II, ce qui laisse penser qu'elle aurait elle-même supervisé les funérailles de son époux. Quant à leur lieu de dernier repos, Hatshepsut se trouve dans la célèbre vallée des rois, tandis que la momie de Thoutmôsis II est aujourd'hui exposée au Musée national de la civilisation égyptienne, aux côtés d'autres souverains. Les visiteurs ont ainsi l'occasion rare de contempler les restes d'un pharaon longtemps tombé dans l'oubli. La découverte de ce tombeau est considérée comme l'une des plus importantes de ces dernières années. Les objets exhumés sur le site apportent de précieuses précisions sur l'histoire de la région, ainsi que sur le règne de Thoutmôsis II. Bien que l'architecture du tombeau demeure relativement sobre et reprenne les lignes classiques que l'on retrouvera chez les souverains suivants, sa valeur historique reste incontestable. Quoi qu'il en soit, les fouilles sont loin d'être terminées. Les archéologues se penchent désormais sur une autre énigme. Qu'est-il advenu du contenu manquant de la tombe? L'équipe est résolue à poursuivre ses recherches. Peut-être découvriront-ils encore d'autres secrets enfouis depuis des millénaires sous les sables d'Égypte? Une jeune femme autrefois éclatante de beauté fut découverte inhumée avec une immense faucille en travers du cou. Aucun indice de violence ou de crime ne fut relevé. Pourtant, la peur avait manifestement poussé quelqu'un à l'enfermer dans cette tombe, allant jusqu'à attacher un cadenas à l'orteil de son pied gauche. Il souhaitait la maintenir à jamais dans cette sépulture, redoutant qu'elle ne se relève pour assouvir sa vengeance. Une communauté entière se serait liguée contre une jeune femme de moins de 20 ans, estimant qu'elle représentait un péril mortel. Vous voyez où l'on veut en venir? Testons vos connaissances historiques. Qui, au cours des siècles, a suscité une telle crainte que même sa mort ne suffisait pas à apaiser l'effroi des populations? Si vous pensez aux sorciers, sorcières et autres vampires, vous avez tout à fait raison. Une petite parenthèse s'impose. Lorsque l'on ne peut pas dominer quelqu'un physiquement, on peut tenter de le faire par des moyens surnaturels. Du moins, c'était une croyance répandue au XVIIe siècle. Outre la faucille et le cadenas, des indices témoignent d'une tentative visant à retourner le cadavre face contre terre. Cet effort a échoué, laissant la colonne vertébrale de la défunte tordue et déformée. En passant, le cadenas n'avait pas nécessairement pour but d'enfermer un vampire, mais était vraisemblablement utilisé comme talisman pour repousser les esprits malveillants. Voilà une manière singulièrement cruelle d'inhumer une personne. Pourtant, ce procédé était courant pour aménager des sépultures dites anti-vampires. Les techniques employées pour empêcher la résurrection de ces créatures étaient particulièrement sophistiquées. Permettez-nous d'introduire un concept. Les tombes anti-vampires, également appelées tombes de revenants, datent de plusieurs millénaires et ont été mises au jour en divers lieux à travers l'Europe. L'Europe, vous avez bien entendu.
Avant de vous dire « Mais les vampires, c'est une spécialité roumaine, Dracula et compagnie », Zrenia, laissez-nous vous démontrer le contraire. Ces créatures appartiennent à l'ensemble du folklore européen, ce qui signifie qu'on en trouve des traces dans toute l'Europe. Avec l'établissement de nouvelles colonies en Amérique, les récits de vampires s'y sont également propagés, évoluant jusqu'à finalement donner naissance à la saga Twilight. Ces sépultures dites anti-vampires se distinguent par les précautions visibles prises pour empêcher les défunts de revenir d'entre les morts. On pouvait par exemple placer de lourdes pierres sur les jambes du défunt ou transpercer son corps avec une lance pour l'ancrer au sol. Pour plus de sûreté, on envisageait parfois de séparer la tête du reste du corps. Ainsi, enterrer un corps face contre terre, lui couper la tête ou le maintenir sous une pierre étaient des pratiques courantes pour empêcher une personne perçue comme possédée de quitter sa tombe. Revenons à cette malheureuse jeune femme. Deux archéologues, Dariusz Poliński et Magda Zagrodzka, partenaires en sciences comme dans la vie, ont découvert sa tombe par hasard. Curieusement, ses 200 ciseaux étaient restés intacts. Pourtant, aucune pierre tombale, aucun nom, absolument rien n'indiquait son identité, seulement une tombe isolée sur une colline du nord de la Pologne. Poliński, professeur d'archéologie, et Zagrodzka se sont attelés à reconstituer l'histoire de cette jeune femme qu'ils ont décidé de nommer Zosia. Une datation au carbone a révélé qu'elle avait environ 18 ans lorsqu'elle est décédée, il y a environ 350 ans, à une époque de troubles en Pologne. Peu de documents existent sur ce cimetière, qui semble avoir servi de dernier refuge à des individus vivant en marge de la société. Zosia était-elle une jeune fille pauvre, rejetée par ses pairs en raison de circonstances cruelles? Pas exactement. En approfondissant leurs recherches, les archéologues ont découvert des indices suggérant qu'elle appartenait à une famille aisée. Sa sépulture renfermait une coiffe sophistiquée et la soie fine, ainsi que les fils d'argent et d'or qui l'ornaient, laissaient entendre qu'il s'agissait d'un couvre-chef raffiné. Ces éléments indiquent qu'elle jouissait d'un certain statut ou d'une position privilégiée. La façon dont elle a été enterrée reflétait clairement son statut de marginal au sein du village de Pień. Sa présence y était peut-être indésirable, ce qui expliquerait l'accusation de vampirisme, renforcée par la manière brutale dont elle a été forcée dans sa tombe et maintenue captive. En étudiant la structure de son crâne et en extrayant l'ADN de ses ossements, les scientifiques ont pu reconstituer une image possible de son visage. Les spécialistes ont patiemment sculpté l'effigie de Zosia en utilisant de l'argile sur un modèle imprimé en 3D de son crâne, une démarche qui s'est avérée profondément émouvante. Ils ont souligné que, bien qu'ils réalisent souvent des reconstructions faciales, ils visaient ici également à lui rendre une part de dignité. Grâce à ces trois techniques, analyse ADN, impression 3D et modelage à l'argile, l'équipe a redonné un visage à Zosia, disparue depuis 4 siècles, mettant ainsi en lumière l'histoire humaine cachée derrière ses croyances surnaturelles. Ironique, n'est-ce pas? D'abord, tout avait été fait pour effacer son visage du souvenir collectif et l'empêcher de revenir un jour. 400 ans plus tard, on s'est employé à la ramener à la vie. Aujourd'hui, son portrait se trouve partout sur Internet. Mais les visages de ceux qui l'ont enterré resteront pour toujours inconnus. Hélas, ce projet de reconstruction ne permet qu'un lien visuel avec Zosia, tandis que son véritable récit demeure un mystère. Ce que nous savons, en revanche, c'est que les individus perçus comme étant des vampires faisaient l'objet de terribles discriminations. Une rumeur prétendait même que ces créatures affamées enlevèrent des humains pour étancher leur soif. Mais examinons cette idée sous un angle mathématique pour démontrer l'absurdité de cette légende et prouver que Zosia n'en faisait pas partie. En 1600, la population mondiale ne comptait que 537 millions de personnes. Bien sûr, ces chiffres ne sont pas tout à fait précis, mais ils sont proches de la réalité. Le physicien Kostas Eftimiou a calculé que si un vampire mordait une personne chaque mois, l'humanité aurait disparu en quelques années. Avec une population de départ de 537 millions en 1600 et un seul vampire, ces calculs indiquent qu'il ne resterait plus un seul humain dès juillet 1602. Et pourtant, nous sommes bien là aujourd'hui. Placer une pierre sur un cadavre pour empêcher un vampire de se relever est peut-être une pratique qui vous surprend. Mais il existe aussi de nombreux stéréotypes sur ces créatures que vous connaissez certainement, comme l'utilisation de l'ail ou l'absence de reflets dans les miroirs. Curieusement, bien que ces superstitions reposent sur des croyances infondées, il existe une explication logique à l'association des vampires avec l'ail. Ce dernier contient un composé, la lysine, qui est un puissant antibiotique.
Même si les gens de l'époque ignoraient ce qu'était un antibiotique, ils avaient remarqué que l'ail était efficace contre diverses maladies. Ils pensaient également que les vampires naissaient d'un trouble sanguin spécifique, ce qui les amenait à croire que l'ail pouvait les neutraliser. Par ailleurs, il existe réellement une affection sanguine appelée porphyrie, qui donne à ceux qui en souffrent une apparence évoquant celle des vampires. Leur peau est pâle et leurs dents paraissent plus grandes à mesure que leurs gencives se rétractent. De plus, les personnes atteintes de porphyrie ne peuvent pas consommer d'ail, car cela aggrave leur état. Quelle coïncidence fascinante! Une autre superstition, plus récente, concerne la version des vampires pour les miroirs. La première mention connue de cette idée apparaît dans le roman Dracula, publié en 1897. Mais pourquoi un vampire n'aurait-il pas de reflet? C'est assez simple. Avant l'ère du plastique, les miroirs étaient recouverts d'argent, un matériau associé au rejet des forces du mal. L'argent était souvent perçu comme un répulsif contre les esprits malveillants, peut-être à cause de ses propriétés antimicrobiennes. Comme pour l'ail, ses qualités curatives auraient pu inspirer l'idée qu'il effrayait les vampires. Une autre explication possible de cette superstition est que des affections telles que la porphyrie ou la rage, souvent confondues avec le vampirisme, altéraient l'apparence des malades. Ces derniers évitèrent peut-être de se regarder dans un miroir à cause de ces changements, ce qui a pu nourrir l'idée que les vampires fuyaient leur propre reflet. Et si jamais vous croisez un vampire que ces méthodes ne dissuadent pas, voici une astuce supplémentaire, demandez-lui de compter. Cela peut être des grains de riz, des haricots ou même les mailles d'un filet de pêche, si vous en avez un sous la main. Les vampires, paraît-il, sont obsédés par les chiffres, ce qui les détournera de leur objectif jusqu'au lever du soleil. Et on sait bien que les vampires n'apprécient guère la lumière du jour. Ironiquement, de toutes les marionnettes du 1 rue Sésame, c'est le conte vampire qui nous apprend à compter.